Chapitre 15. Le cas Francesca Scodelario. Dernière partie. Requiem. Tout était en place. Chaque étape de mon plan était à présent fixée. Par une douce nuit au ciel nuageux dont la noirceur profonde camouflait les étoiles, je m'éclipsai de mon chez-moi par la fenêtre entr'ouverte de ma chambre. Patientant sans un bruit derrière le canon de mon père posé devant l'entrée de la maison, je scrutai les environs dans l'attente de la femme censée arriver très bientôt. Je ne portais alors pas mon déguisement. Ce dernier était rangé dans un sac dans lequel j'avais également entreposé ma grenouillère de nuit. Équipé de mes habits chauds de tous les jours, protégé de la fraîcheur de la nuit par mon épais manteau bleu, je restai sur mes gardes. Notre rendez-vous était censé avoir lieu d'ici peu de temps. À travers le brouillard naissant, j'entreaperçus une discrète silhouette se mouvoir vers moi à pas feutrés. Elle semblait chercher quelque chose. J'ignorais si c'était celle que j'attendais. C'est pourquoi je choisis de rester dissimulé le temps de mieux percevoir son visage. Elle continua d'avancer vers moi. C'était bien elle. Helena n'avait que quelques minutes de retard. Comme convenu, elle avait bien emporté avec elle sa petite sacoche. Je lui avais bien formulé au préalable d'y déposer ce que je lui avais demandé de rapporter. Avançant sur la pointe des pieds, elle m'appela à voix basse. « Monsieur S, vous êtes là ?» Je sortis alors discrètement ma tête de derrière le canon, lui faisant signe de se taire et de me rejoindre. Obéissante, Helena vint à son tour se poser derrière l'arme de guerre. Elle s'accroupit à quelques pas de moi, puis fouilla dans la sacoche qu'elle tenait en bandoulière. Elle finit par en sortir une petite fiole contenue verdâtre, puis me tendit une notice. « Voilà, murmura-t-elle, c'est ce que votre grand archimage Jéricho m'a restitué. Bien, donne-moi cette notice maintenant, lui demandai-je à voix basse. Pour que l'opération réussisse, il fallait être bien certain que cette potion fonctionne. Le voyage durerait plusieurs jours, et il était hors de question que mon absence soit remarquée par mes parents. Le parchemin que m'avait offert Scodelario à remettre au grand archimage du Sud était très clair. Une seule potion pouvait m'être offerte en gage de reconnaissance mutuelle des deux parties. Seulement, il était impensable d'espérer réussir ce que je comptais entreprendre si je ne me rendais pas en personne à l'oasis. Il n'était donc qu'une seule chose qui m'intéressait, une concoction permettant de changer d'apparence. Les instructions étaient claires. Il fallait dissoudre dans le contenu peu ragoûtant que contenait cette fiole un échantillon appartenant à la personne dont on souhaitait prendre la forme. Ce pouvait aussi bien être un bout d'ongle qu'un crachat ou qu'un morceau de peau. Dans mon cas, j'optai plutôt pour un simple cheveu. Les effets étaient garantis pour 3 jours entiers. La notice indiquait qu'habituellement, ils ne sont censés durer que quelques heures. Mais puisque celle-ci avait été réalisée par le grand archimage Jéricho lui-même, elle était, de fait, autrement plus efficace. Il avait une bonne estime de lui, celui-là. Enfin, quoi qu'il en soit, nous avions 3 jours devant nous. C'était juste, mais jouable. Aussi, je préférais m'assurer que Helena fût toujours prête à jouer son rôle. Je ne pouvais pas me permettre de faire boire cette potion à quelqu'un d'autre qu'elle. J'avais besoin du reste de mes hommes là-bas, et elle était la seule à savoir qui j'étais et où j'habitais. Par élimination, c'était la seule qu'il me restait. Seulement, ce que je lui demandais alors n'était pas quelque chose de très habituel. Je comprenais qu'elle puisse ne pas être d'accord pour être le cobaye de cette expérience, mais nous n'avions pas le choix. J'étais parvenu à la convaincre de se prêter au jeu. Encore fallait-il qu'elle ne gâche pas tout pour une raison quelconque. « Tu es prête ?» lui demandai-je. « Je ne sais pas encore, avoua-t-elle. Est-ce qu'il faut vraiment que je boive tout ça cul sec? Tu peux toujours rentrer à la base si tu ne penses pas y arriver. On se contentera de reporter le plan à plus tard. Rappelez-moi pourquoi c'est à moi de faire ça. Le rôle que je t'ai donné est bien trop important pour que je puisse l'attribuer à n'importe qui. Il me faut quelqu'un de compétent et en qui je fais confiance. Je sais que toi et ton frère en êtes dignes. Hélas, Luther est encore trop blessé. Il risquerait de mettre à mal sa couverture. Tu es donc la seule qu'il me reste. Je comprends, mais... Helena, Luther a eu de la chance la dernière fois. Il s'en est tiré de peu. Cependant, si nous laissons faire Francesca Scodelario, elle finira par tous nous enterrer. Je sais que ce que je te demande n'est pas simple, voire déstabilisant. Mais si tu ne le fais pas, alors nous serons bientôt tous à sa merci. Je comprends. Bien. Je peux toujours te faire confiance. La première fois que vous m'avez parlé avec votre vraie voix, vous m'aviez promis de ramener Luther vivant et de nous sortir de la misère. Vous avez tenu parole. J'ai une dette envers vous, plusieurs même. Et si ce que vous m'avez demandé de faire aujourd'hui est un moyen de vous rendre l'appareil, alors je ne vous décevrai pas. Mon frère croit en vous, et moi aussi. Je vous le laisserai pas tomber, monsieur S. Heureux de l'entendre. Je débouchai alors la fiole et y glissai l'un de mes cheveux. Une fois ce dernier à l'intérieur, il fut instantanément désintégré. La mixture prit soudain une couleur bleue, ma préférée.
Je tendis ainsi la potion à Helena, qui ne cacha pas un air dégoûté en la retenant du bout des doigts. Bon, quand faut y aller, annonça-t-elle, s'apprêtant à l'avaler. Pas ici, insistai-je. Voilà derrière ces buissons là-bas, et prends ça avec toi, tu en auras besoin. Je lui tendis le sac, après en avoir fait sortir mon déguisement. Pourquoi faire? La potion ne fait que modifier ton apparence corporelle, pas tes habits. Et puisque tu es plus grande que moi, tu risques d'avoir besoin de... D'accord, c'est bon, j'ai compris. Elle m'arracha alors le sac des mains et s'éloigna en direction de la broussaille à l'arrière de ma maison. J'attendis quelques secondes, puis une vive mais courte lumière bleue éclata. Curieux de voir le résultat, j'abandonnai le canon qui me camouflait pour me rapprocher des hautes herbes. En ressortit un parfait petit clone de moi-même, essayant difficilement d'enfiler ma grenouillère, entouré de quelques vêtements de femme bien trop grands pour lui. C'était assez perturbant. J'avais l'impression de me voir dans un miroir. Ce n'était pas comme avec la gemme holographique. Cette fois, il me semblait vraiment voir un double de moi-même. Les résultats de la potion étaient bluffants. Il n'était absolument rien qui nous différenciait tous les deux. Enfin, rien à part un léger détail, celui de la voix. « Comment te sens-tu » lui demandai-je. « C'est trop bizarre. Alors c'est ça que ça fait d'être un garçon ? Pourquoi ma respiration est différente ? Et pourquoi je ne sens plus le bout de mes pieds ?» me lança-t-elle avec sa voix d'Helena habituelle. La potion changeait en effet le physique, mais pas les cordes vocales. Pour ça, il aurait fallu en commander une autre. Mais de toute façon, cela tombait bien. Je n'étais pas du genre bavard. « Ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une question de jours. Tu n'auras pas le temps de t'habituer. »« Peut-être, mais ça reste vraiment dérangeant. »« Chut. Parle moins fort, tu vas réveiller du monde. Pardon, c'est juste que je... Eh bien, que je suis vous maintenant. Je vous cache pas que c'est vraiment, mais alors vraiment déstabilisant. Si jamais ça peut te rassurer d'une quelconque façon, sache que ça l'est tout autant pour moi. Mais peu importe, tu te rappelles de ce que tu dois faire? Alors, je ne dois surtout pas parler, ni produire le moindre son en règle générale. Continue. Pour demander des choses, je dois écrire dans votre carnet. Puisque tu ne sais pas écrire, tu peux aussi dessiner. Tant que tu te fais comprendre, c'est le principal. Quoi d'autre? Le chien s'appelle Dragon. Les parents se lèvent tôt pour partir travailler au marché, et quand on mange, ma chaise est en bout de table. Parfait. Et le plus important? Je l'ai déjà dit, non? Ne surtout pas parler. Non. Le vrai élément le plus important. L'amour de la famille. Tu aimes ces gens de tout ton cœur et ils te le rendent bien. Ah, oui, c'est vrai, oui. L'amour de la famille, j'avais oublié. J'espère sincèrement que tu n'oublieras pas une fois à l'intérieur. Passons. Dès que nous aurons fini de ranger tes vêtements dans le sac, escalade le mur, passe par la fenêtre et remets-toi au lit. Nous allons laisser tes affaires ici. Tu n'auras ainsi plus qu'à retourner dans ces buissons pour te changer à nouveau, une fois que les effets de la potion se dissiperont dans 3 jours. Tu as des questions? Oui, il y en a bien une dernière. Je t'écoute. Comment je fais pour... Pour faire pipi. Je restai quelques secondes sans rien dire, le visage comme figé. Je voyais difficilement quoi lui répondre. Ceci dit, en remarquant la position de la lune dans le ciel, je compris que nous venions déjà de perdre trop de temps. Octavius devait déjà m'attendre avec Luther le borgné Blake. « Je pense que tu devrais y aller, Helena. »« Oui, je finirai bien par comprendre toute seule, je suppose. » L'aidant remonté dans ma chambre par la fenêtre en lui faisant la courte échelle, nous échangeâmes un dernier regard tous les deux. Elle me fit un au revoir de la main. Je lui souhaitai bonne chance. Ces 3 jours allaient être très difficiles pour elle. Elle devrait apprendre à connaître et à aimer une famille qu'elle ne connaissait pas. La mienne. Mais je lui faisais confiance. Je n'étais pas là pour la surveiller. Je devais m'en remettre intégralement à elle et à sa capacité de devenir moi pour 3 jours. Tout cela était risqué. Terriblement risqué. Mais c'était la seule façon de mettre un terme à l'hégémonie de la belladonna. Et au vu de ce dont elle était capable, chaque seconde sans agir était une seconde de perdue. Enfilant pour la dernière fois mon déguisement de vieillard, je repartis au beau milieu de la nuit en direction de notre quartier général. Nous évacuâmes de l'ancienne demeure de Huntington tout ce qui avait de la valeur à nos yeux, tout ce que nous y avions entreposé, tout ce à quoi nous tenions. Puis nous la fîmes brûler. Ce repère nous avait bien servi, mais il était maintenant devenu trop dangereux de rester ici. Une nouvelle vie devait nous ouvrir les bras. Une nouvelle base devait être investie. Nous restâmes ainsi devant ce brasier, attendant que les flammes ne fassent disparaître le tout. Puis, une fois cela fait, nous nous mîmes tous les 4 en route pour le sud de Costerbros. Le chemin fut long. Nous prîmes plus d'1 jour entier pour arriver à Casbianca. Nous ne faisions que très rarement des pauses et mangions à l'intérieur du carrosse pour gagner du temps. La dernière missive que j'avais envoyée à Francesca était claire. « Bonsoir, Francesca.
Depuis que vous m'avez fait part de la terrible mésaventure dont vous avez été la cible il y a une semaine, mes nuits sont devenues de plus en plus agitées. Mon sommeil est devenu troublé. Je ne parviens plus aujourd'hui à penser autre chose qu'à ça. Votre disparition serait une grande perte pour le Gant Noir, et je ne compte pas laisser les fidèles d'Eddel Grisbrum s'en prendre à nouveau à vous. J'ai beaucoup réfléchi, et j'estime qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de notre alliance. Comprenez bien que je ne peux mettre fin à nos rencontres même après le malheur qui vous est arrivé. Vous m'êtes bien trop précieuse. Il va donc nous falloir traiter le problème à la racine. Pour ce faire, j'aimerais, si vous le permettez, revenir vous rendre visite dans votre oasis. J'aimerais que nous nous arrangions pour signer un pacte entre nous, garantissant que nous serons toujours là pour veiller l'un sur l'autre si jamais de tels éléments venaient à se répéter. Je crains pour notre sécurité. Voilà pourquoi je serai là en personne cette fois, pour m'assurer que tout se passe bien. Je compte sur vous pour ne pas commettre la même erreur que moi. Ne lésinez pas sur la sécurité. Placez autant d'hommes que vous le pourrez pour assurer notre protection. De mon côté, je compte ramener avec moi le borgne Luther et mon cocher Octavius. Ils sont à l'heure actuelle mes seuls hommes de confiance. D'ailleurs, pourquoi ne pas en profiter pour tenter une nouvelle fois d'organiser notre voyage sur les îles vagabondes? Je vous laisserai décider du port sur lequel nous nous rendrons, et je vous guiderai ensuite jusqu'à l'île d'Elmire. Qu'en pensez-vous? C'est avec une grande impatience que je languis de vous revoir, ma chère et tendre amie. Portez-vous bien, je devrais arriver d'ici 3 jours. Bien à vous, monsieur S. Et sa réponse le fut tout autant. Mes hommages, mon tendre ami. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer à quel point je suis heureuse à l'idée de vous revoir face à moi en chair et en os. Le temps a fait que je me suis aujourd'hui remise de cette expérience traumatisante. Cependant, je mentirais si je vous disais que je ne craignais plus pour ma vie aujourd'hui. Savoir que vous êtes également touché par cette angoisse me soulage. Cela me donne l'impression de ne pas être seul. C'est avec un plaisir non dissimulé que je vous ouvrirai les portes de l'oasis. Vous aurez à boire, à manger, nous discuterons, nous festoierons, nous danserons. Tout cela, bien entendu, sous la vigilance de nos hommes de confiance. Soyez certains que, depuis les récents événements, Goliath ne me quitte plus d'une semelle. C'est à se demander si ce garçon ne compte pas également me suivre au petit coin. Je serai, bien entendu, très enjoué à l'idée de pouvoir mener le voyage que nous n'avons pas pu faire la semaine passée. Mais je suis confiante cette fois-ci. Cela sera une très belle expédition. Je suis certaine que nous n'oublierons jamais cette belle journée qui s'offrira à nous. Sachez d'ailleurs qu'en cette période du mois, la vue que l'on a depuis ma fenêtre est encore plus splendide que les autres jours de l'année. Je parle bien de cette même grande fenêtre dans ma chambre qui avait l'air de tant vous plaire lorsque vous êtes venu me rendre visite. Pourquoi n'y dormiriez-vous pas? Nous pourrions ainsi nous coucher en admirant le crépuscule et les étoiles pour nous réveiller à l'aube d'un soleil éclatant. Soyez certain que je ne compte pas vous faire regretter votre visite chez moi, de façon à ce que vous reveniez me voir plus souvent dans le sud. Vous ne trouverez rien en ces lieux qui vous fera regretter votre visite, je vous le garantis, et ainsi nous serons dans les meilleures circonstances pour discuter de cette nouvelle union que vous me proposez et que je ne saurais refuser, en vous souhaitant une merveilleuse journée et un bon courage, comme j'ai hâte de vous revoir, mon cher ami. Votre dévoué, pour toujours et à jamais, Francesca Scodelario. Le jeu était lancé. Au bout d'une journée de route, nous avions enfin fini par franchir la frontière entre l'ouest et le sud. Nous étions dans les temps, mais je ne pouvais m'empêcher d'émettre des craintes. Que se passerait-il si nous étions retardés, si Francesca nous retenait plus longtemps que prévu, si le plan échouait, si Elena vendait la mèche? J'étais loin, très loin de chez moi, plus loin que je ne l'avais encore jamais été. Je n'avais aucun pouvoir d'action sur les événements. Je ne pouvais rien faire pour arranger les choses. Si jamais quelque chose de mal se produisait, j'étais dépendant de mes alliés et du cours des événements. Nous discutâmes de beaucoup de choses dans ce carrosse. Enfin, ils discutèrent plutôt. Moi, je ne faisais qu'écouter. Nous apprîmes à mieux connaître Blake, son histoire, ses ambitions. Il me parut être un homme raisonnable, bien que peu dévoué. Le borgne et Luther aussi révélèrent quelques détails sur eux que moi-même j'ignorais alors. Il faut dire que nous n'avions jamais vraiment pris le temps de parler entre nous. Ce n'était pas le but du Gant Noir. Nous n'avions jamais eu ni la volonté ni la possibilité de le faire. Mais cette fois, alors que nous étions tous enfermés dans ce véhicule en direction d'une lointaine contrée, nous perçûmes ces quelques échanges comme une évidence. Les heures passaient inexorablement. Nous savions que nous avions encore de la route à faire. À chaque minute qui s'écoulait, je me demandais si je reviendrais à temps chez moi. Je me demandais si les effets de la potion tiendraient jusqu'à mon retour. Envisager ne serait-ce qu'un instant que nous subissions un imprévu sur la route me tordait l'estomac. Or, je savais qu'il était contre-productif de me faire du mauvais sang avant même que la mission ne commence. Aussi, je pris la décision de fermer les yeux et de dormir. C'était la meilleure chose à faire avant d'arriver là-bas.
Je me disais que plus je dormirais, moins je serais fatigué, plus mon esprit serait clair lorsqu'il me faudrait confronter Scordelario. Je pouvais même en profiter pour rattraper toutes mes heures de sommeil perdues. Seulement, je n'y arrivais pas. L'angoisse d'échouer notre mission, de retourner trop tard chez moi, voire même tout simplement de mourir, m'empêchait de m'abandonner aux doux appels du repos. Mon esprit était en surchauffe, il cherchait à se remémorer toutes les étapes du plan. Sans même le vouloir, mon imagination en vint à me faire figurer toute une myriade de scénarios différents. Je devais trouver des issues possibles à chacun des choix qui s'offriraient à moi. Une fois sur place, le calcul coût-avantage-risque devait être immédiat si je ne voulais pas commettre d'erreur. Or, je savais que j'étais en train de m'épuiser pour rien. Je savais que sur tous ces scénarios, un seul se réaliserait. D'ailleurs, peut-être même qu'aucun d'entre eux ne prendrait place. On ne sait jamais de quoi sera faite la réalité. Toutes ces hypothèses ne vaudraient rien une fois sur place. Mais comment faire dans ce cas? Devais-je me contenter de m'en tenir au plan même en cas d'imprévu? Devais-je faire confiance uniquement à mon sens de l'adaptation et de l'improvisation? Devais-je me résigner et abandonner pour rentrer chez moi? Je me surmenais sans raison. En continuant à réfléchir de cette façon, c'est moi qui gâcherais tout notre plan. Je devais me reprendre en main. Tous ces gens qui m'accompagnaient, tous ces hommes qui croyaient en moi, tous mes fidèles alliés, je ne devais pas les décevoir. Ce n'était pas pour eux que j'avais choisi de me battre. Ce n'était pas pour eux que je me mettais autant en danger aujourd'hui. Mais c'était sur eux que je comptais pour nous assurer la victoire tout seul. Je ne pouvais rien faire. Ensemble, nous avions une chance. Je savais néanmoins que si jamais nous faillissions à notre tâche, ce serait de ma faute. Ce plan était le mien. J'étais l'unique responsable de tout ce qui se produirait. Si j'échouais à vaincre la belladonna, ce serait parce que je n'aurais pas été aussi confiant en mes capacités qu'elle l'était dans les siennes. Ce serait aussi peut-être parce qu'il était d'autres gens qu'elle je tenais plus que tout au monde, là où elle ne tenait qu'à elle-même. Quoi qu'il arrive, il me fallait tenir bon. Pour vaincre Scodelario, je devais d'abord vaincre mes doutes et mes peurs. Or, ce combat-là, cet affrontement interne, me parut être l'épreuve la plus difficile à surmonter de toute ma courte vie. Incapable de me raisonner et à abandonner mes idées noires, je finis par me résoudre à fermer les yeux. Une fille, une petite fille, seule, dans une forêt enneigée. Elle semblait avoir mon âge, elle avait de grands yeux bleus, elle marchait pieds nus dans la neige, elle me souriait. Sa robe à manches longues était ample, elle était blanche, sauf la capuche qui cachait ses cheveux argentés. Celle-là était rouge, son teint était pâle. Elle s'approchait de moi. Sa main attrapa la mienne. Elle m'emmena jouer avec elle. On est arrivé, monsieur. Soudain, je me réveillai. Combien de temps avais-je dormi? Je l'ignorais. Ce rêve m'avait paru si court, et pourtant, nous étions encore loin de notre destination lorsque je me résolus à fermer les yeux. Qui était cette jeune fille? Pourquoi me suis-je mis à penser à elle? Pourquoi maintenant? Et quelle était cette étrange émotion que je ressentais au plus profond de moi, chaque fois que j'essayais de me rappeler des traits de son visage? Où sommes-nous? Écrivis-je sur l'une des feuilles que j'avais arrachées à mon petit carnet avant de remettre ce dernier à Helena. On a traversé le grand désert de Casbianca. Dans une dizaine de minutes, on sera arrivé à l'oasis, me répondit le borgne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, Blake? Interrogea Luther. Tout de suite, répondit ce dernier, se laissant tomber au sol. Il se mit alors à ramper pour se camoufler sous nos sièges. Il valait mieux garder une carte dans notre manche, au cas où les choses tourneraient mal. Francesca connaissait la voix de Blake. Il était trop risqué de le faire passer pour quelqu'un d'autre. Aussi, le plan était simple de son côté. Il n'avait qu'à attendre qu'un garde de la Belladonna se rapproche d'un peu trop près pour le mettre hors d'état de nuire et prendre sa place. Les hommes de Scordelario portaient tous un uniforme particulier qui soulignait leur appartenance à la marquise. La plupart d'entre eux étaient munis d'une hallebarde, mais surtout d'un casque, parfait pour cacher le visage de notre espion. Nous lui faisions ainsi confiance pour sortir et s'infiltrer parmi eux au moment opportun. Quelques minutes s'écoulèrent. Nous aperçûmes alors enfin l'oasis. Elle se tenait devant nous, plus grandiose encore que la première fois. Des cohortes de soldats solidement armés étaient positionnés non loin de l'entrée. Francesca semblait avoir bien tenu compte de mon conseil. Ils étaient installés de telle sorte que nous pouvions croire qu'ils fussent en réalité nos gardes du corps. Un tapis rouge avait même été sorti pour l'occasion. Du Francesca Scodelario tout craché. Elle ne ratait jamais une occasion pour en faire des tonnes. Lorsqu'ils virent notre carrosse arriver, les hommes se mirent à sortir clairons et trompettes. Ils sonnaient notre arrivée à la marquise. L'on pouvait compter une bonne centaine de gardes d'honneur à l'extérieur et de gardes tout court sur les remparts et les murailles du palais. Nous sûmes alors qu'il était temps pour nous d'y aller. Quittant le véhicule les uns après les autres, nous laissâmes Octavius mener ce dernier et Blake toujours à l'intérieur jusqu'aux écuries.
Il était sous bonne surveillance, puisqu'une vingtaine d'hommes armés l'y conduisirent. En revanche, cette fois, pas de contrôle à l'entrée. Francesca savait que mes hommes étaient armés. Je l'avais après tout prévenu que j'apporterais mes propres alliés pour assurer ma sécurité. D'ailleurs, Goliath n'était pas non plus dehors. En toute logique, d'après la dernière missive de Scodelario, il devait être à l'intérieur aux côtés de sa dame. Il faut dire qu'il ne s'était écoulé qu'une semaine depuis son enlèvement. Le géant ne s'en était probablement pas encore remis. Quoi qu'il en soit, nous continuâmes d'avancer, suivant le même trajet que la dernière fois, escortés par une trentaine de gardes armés de hallebardes. Ces hommes ne bronchaient pas, ils marchaient d'un même pas. Un pas lourd, sévère, infaillible, sous le ciel bleu marine d'une nuit étoilée qui venait tout juste d'atteindre le sud. Le borgne, Luther et moi-même nous préparâmes à faire ce qui devait être fait. L'on nous conduisit ainsi dans la grande salle à manger. Pour être grande, c'est sûr qu'elle l'était. Un festin sans pareil nous attendait. Du porc, des fruits exotiques, du vin, du fromage. Nous avions devant nous de quoi nous remplir la panse pendant une semaine entière. Nous nous questionnâmes cependant sur l'absence de la marquise. Elle ne semblait pas être là. Celui que nous remarquâmes en revanche, c'était le géant Goliath. Il avait l'air de très peu apprécier la situation. Ses bras étaient croisés, son regard était dur. Il grinçait des dents sans toucher à un bout de nourriture. Nous le saluâmes, puis nous nous assîmes. Il ne nous dit rien, maintenant sa position austère. Nous nous jetâmes alors des regards interrogatifs les uns les autres. Nous ignorions s'il nous fallait lui demander quoi que ce soit, ou simplement attendre qu'il se calme. Nous nous demandions même s'il avait bien remarqué notre présence. Luther donna un petit coup avec sa canne sur le sol afin d'attirer l'attention du géant. Aucune réaction. Il se mit alors à se racler la gorge. Toujours rien. « Mon brave » se risqua-t-il finalement à lui demander de vive voix. Le silence fut sa seule réponse. « Oh, Goliath » lança alors le borgne plus brusquement. Le géant laissa s'échapper un « puis posa enfin le regard sur nous, tout en nous conservant sa posture fermée et contrariée. « Elle n'est pas là, Francesca » continua de demander mon exécuteur, tout en faisant tourner l'un des couteaux devant lui sur la table. « Madame Francesca se prépare » nous avoua-t-il avec une colère visiblement intériorisée. « Elle m'a interdit de rester avec elle quand elle se changeait. »« Ah, tant mieux. J'en conclus donc qu'elle sera bien des nôtres. »« J'espère bien pour vous. Parce que si jamais j'apprends qu'elle a encore disparu à cause de vous, parce que j'ai pas été là pour la protéger, parce qu'elle se changeait, parce que vous veniez lui rendre visite, ce sera votre faute. Et si c'est de votre faute, alors je serai très en colère contre vous, c'est compris ?» menaça-t-il. « Waouh, mollo, amigo, nous on vient juste pour lui parler, c'est tout. »« Toi, tu es l'homme borgne. Madame Francesca ne t'aime pas. Et moi non plus, je ne t'aime pas. Tu as essayé de lui faire du mal un jour. C'était il y a longtemps, tu sais. Rien de personnel. Le type qui m'a demandé ça est mort et enterré aujourd'hui. J'ai rien contre ta marquise, moi. D'ailleurs, si ça peut te rassurer, je me suis déjà bien fait casser la figure pour ça. Tu as de la chance d'être tombé sur quelqu'un d'autre que moi, parce que sinon, tu ne serais plus là aujourd'hui. Je t'aurais déchiré en tout petits morceaux pour avoir osé essayer de lui faire du mal. Allons, mon bon ami, reprit Luther, ne ressassons pas le passé. Si nous sommes ici, c'est pour établir l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé de parler à Madame Francesca. Nous sommes là pour l'aider, pas pour lui faire du mal. Ouais, comme il vient de dire, on veut juste lui parler, quoi, rajouta l'homme borgne. Et c'est bien ça le problème. À cause de vous, elle veut se faire toute belle. Et quand elle veut se faire toute belle, je la laisse seule. Et quand je la laisse seule, les méchants qui l'aiment pas, ils lui font que des malheurs. Et moi, je veux pas qu'on lui fasse du mal à Madame Francesca. Elle est gentille avec moi. C'est la seule à avoir été gentille avec moi. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous étiez un esclave avant d'entrer au service de Dame Scodelario, n'est-ce pas, Goliath? Demanda Luther au géant qui nous faisait face. J'étais sur les îles Vagabondes avant. La mienne s'appelait Elmire. Et puis, quand il y a eu la guerre, mon village il s'est fait attaquer. J'ai aidé à tuer tous les ennemis. Mais après le combat, il y avait plus de village. Alors le prince Francesco, il nous a dit qu'on pouvait encore aider en rejoignant l'armée. Du coup, on m'a mis dans un bateau de l'armée. Sauf que le bateau, il s'est fait attaquer, et il a coulé. Quand je me suis réveillé, j'étais pas sur le bateau. J'étais pas non plus dans la mer. J'étais sur un ponton au milieu d'un marché. Mais c'était pas le marché d'Elmire. C'était le marché de Costerboros, où il y a des gens qui passent et qui vous regardent. Quand j'ai compris où j'étais, j'ai essayé de partir. Mais le méchant monsieur qui voulait me vendre, il voulait pas me laisser partir. Donc on m'a mis dans une cage, mais je l'ai cassée avec mes mains. Donc on m'a mis dans une autre cage, plus grande, plus solide. On m'a mis des grosses chaînes, très lourdes.
Et puisqu'il n'arrivait pas à me vendre parce que je tapais celui qui voulait m'acheter dès qu'on me retirait les chaînes, il m'a amené chez lui, dans ma cage. Il était méchant avec moi. Il se moquait de moi tous les jours. Il me donnait pas à manger ni à boire. Il faisait du bruit quand je dormais pour que je réussisse pas à m'endormir. Et puis un jour, j'ai vu madame Francesca lui rendre visite. Elle revenait le voir souvent. Et puis un autre jour, je l'ai vu lui apporter une tasse d'eau chaude. Il l'a bu. Et puis, il est tombé par terre en bavant. Et après, madame Francesca, elle a ouvert ma cage. Elle m'a caressé le menton. Et elle m'a dit que j'étais libre. Et puis, elle m'a donné à manger et à boire. Et elle était gentille avec moi. Elle me mettait jamais dans une cage, elle, même quand elle était en colère. Et puis, elle était jolie. Elle me rappelait ma maman. Alors moi, quand elle me demandait d'aller dire à quelqu'un qui était méchant avec elle d'arrêter d'être méchant avec elle, ce que je faisais, c'est que je prenais la tête de celui qui était méchant avec elle et... Illustrant son propos, il se saisit d'une pastèque traînant sur la table, plaça ses deux mains au debout de cette dernière et la fit imploser après une simple pression. Il était recouvert des graines et de la chair du fruit. Mais le message avait le mérite d'être passé. Je vois. Ma foi, quelle histoire, avoua Luther un peu perdu. C'est pour ça que je veux qu'il lui arrive rien de mal à madame Francesca. Je tiens beaucoup à elle, vous comprenez. Et la semaine dernière, j'ai eu très peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et comme c'est vous qui lui avez demandé de venir, moi je doute de vous. Donc je vais vous surveiller pour pas que ça arrive encore, affirma-t-il en adoptant à nouveau son visage contrarié. Comme tu voudras. De toute façon, nous on est là juste pour protéger Monsieur S. Pour le reste, on vous fait confiance, affirma le borgne tout en saisissant une cuisse de poulet dans laquelle il s'apprêtait à mordre. Je lui assénai alors un léger coup de coude pour le décourager de faire ça. Nous étions chez la Belladonna, la reine de l'empoisonnement, et nous n'avions vu encore personne toucher à la moindre nourriture. D'ailleurs, elle n'était même pas encore là. C'était bien trop risqué de manger n'importe lequel de ces mets, quand bien même chacun d'entre eux était on ne peut plus appétissant. Mon exécuteur jeta un dernier regard déchirant à sa cuisse de poulet, avant de la remettre dans le plat. « Vous ne mangez pas? Vous avez pas faim ?» demanda Goliath, maintenant sa position fermée. « Il serait bien impoli de commencer sans la marquise, » précisa Luther. « Mais je suis là, mes bons amis, » prononça alors une voix provenant de derrière nous, émanant de depuis les escaliers. Francesca Scodelario avait enfilé sa plus belle robe de soirée. Le bruit de ses talons hauts résonnait à la suite de chacune des marches qu'elle descendait, le cou enveloppé dans un châle au motif fleuri, les mains dans de longs gants blancs, et les cheveux élégamment coiffés en une frange ondulée. La Belladonna daigna enfin nous honorer de sa présence. Le sourire aux lèvres continuant sa route inexorable en descendant les escaliers un à un, elle finit par arriver à quelques pas de nous. Visiblement, nous n'avions pas eu raison de son élégance. Elle se déplaçait avec une telle aisance et une telle grâce qu'il était impossible pour nous de dire si elle le faisait exprès ou si c'était tout simplement une habitude. Lorsque nous l'aperçûmes, nous nous levâmes alors tous en même temps. Remarquant alors les bouts de fruits sur la tenue de son géant, Francesca se mit à pousser un petit halètement. Elle déposa ses deux poings sur ses côtes et jeta un regard contrarié à son plus dévoué garde du corps. « Goliath, regarde un peu dans quel état est ta tenue. Est-ce que tu crois que c'est une bonne façon de recevoir les gens ?»« bafouilla-t-il. « Allez, file, ça ne fait rien, va te nettoyer. Je veux que tu sois propre comme un sous-neuf lorsque je te rappellerai. »« Mais, madame, plus vite que ça, Goliath. »« D'accord, madame Francesca. » Le géant se leva alors en abaissant les yeux au sol, et il retenta une révérence devant la marquise qu'il ignora complètement. Il gravit ensuite lentement les escaliers et disparut peu de temps après nous avoir lancé un dernier regard méfiant et rancunier. Lorsqu'il fut enfin parti, Francesca ferma les yeux et soupira. Elle s'avança jusqu'à notre table, puis s'assit sur l'élégant siège semblable à un trône juste à côté de moi, comme par hasard. « Ah, laissez-moi deviner. Vous lui avez demandé de vous raconter son histoire, demanda-t-elle. « Tout juste, souligna le borgne. Rassurez-moi, il n'a rien dit de déplacé, auquel cas je le ferai immédiatement redescendre pour s'excuser auprès de vous. »« N'en faites rien, madame la marquise, assura Luther. Il s'est très humblement chargé de nous occuper le temps que vous finissiez de vous préparer. Vous êtes d'ailleurs tout à fait rayonnante, cette couleur vous va ravir. Oh, vil flatteur, je suis heureuse de voir que vous vous êtes rétabli de vos blessures. Je trouve d'ailleurs que cette canne ne fait qu'amplifier votre élégance. Voilà qui n'est pas rien venant de votre part. Eh bien, il semblerait que, comme vous, je me sois bien rétabli, bien que, j'en conviens, être menacé comme vous l'avez été est incomparable aux légères blessures que j'ai subies. Oh, ne m'en parlez pas, j'en fais des cauchemars toutes les nuits. Cette falaise, cet homme, ces questions. Heureusement que vous êtes là à présent. Je me sens tout de suite plus en sécurité. En affirmant cela, Francesca déposa sa main gantée sur la mienne. L'espace d'un instant, j'eus comme un sursaut.
Je désirais retirer ma main, la lui coller dans la figure, mais je me retins. Il me fallait jouer le jeu. Il me fallait être le monsieur S en quête de repentance. Je levai ainsi les yeux vers elle, et lui souris. Elle rougit légèrement, et laissa un petit rire s'échapper. La vilaine. Elle était si bonne comédienne qu'elle parvenait même à feindre ses rougissements. Bien que ça m'ennuyait de le reconnaître, elle était vraiment très douée. « Ceci étant dit, j'espère que vous avez fait bon voyage, reprit-elle. Vous n'êtes pas trop affamé, pas trop fatigué. Casbianca est bien éloignée de l'ouest du royaume. » La route a été longue, il est vrai. Nous avons consacré 1 journée et demie pour arriver jusqu'ici. Mais je dois bien avouer qu'après un tel accueil, il est difficile de se dire qu'on a fait tout ce chemin pour rien. 1 journée et demie? Ce n'était pas bon du tout. J'avais donc dormi bien plus longtemps que je ne pensais. Nous allions devoir nous charger d'elle cette nuit même, et repartir aussitôt pour Koursk, avant que les effets de la potion ne s'estompent. Et pour ce qui est de la fin, disons qu'on préférerait attendre que vous commenciez les hostilités. On sait encore se tenir. On commence pas sans la maîtresse de maison, précisa le borgne. Oh, mais faites donc, servez-vous. Tout ce qu'il y a sur la table est pour vous. Je vais vous faire une confession, mais j'ai cédé en prenant un petit encas avant votre arrivée. Il faut dire que vous êtes arrivé plus tôt que je ne l'espérais, mais que cela ne vous empêche pas de manger à votre faim. Tout sur cette table a été préparé spécialement pour vous trois. Ils me regardèrent alors tous les deux, d'un air interrogatif. Ils avaient faim, je le savais, mais c'était bien trop risqué. Je pouvais voir le borgne saliver et j'entendais l'estomac de Luther gargouiller. D'un côté, je me disais qu'elle n'avait rien à gagner à nous empoisonner maintenant, mais de l'autre, c'était de Francesca Scodelario dont nous parlions. Impossible de savoir ce qu'elle pouvait bien prévoir. Seulement, je ne pouvais pas leur interdire de manger. Cela aurait pu mettre la puce à l'oreille de Francesca. Elle pouvait s'imaginer que je doutais encore d'elle. Je leur fis alors un petit signe, comme pour les enjoindre à se servir, s'ils le voulaient. J'espérais secrètement qu'ils comprennent, et qu'il ne touchât rien cependant. Luther, lui, savait ce qu'il avait à faire. Je ne voudrais pas être grossier, madame Scodelario, mais il n'est pas dans mes habitudes de me goinfrer devant mon hôte tandis que celui-ci me regarde sans manger. N'y voyez pas là un acte de mauvais esprit de ma part. Je suis certain que demain tout cela aura un bien meilleur goût. Allons, Luther, je viens d'entendre votre estomac crier famine. Vous n'allez tout de même pas refuser le souper du simple fait d'un code de conduite. Je suis votre hôte, après tout, et en tant que tel, je vous incite de vive voix à vous rassasier. Allez, faites-moi plaisir, goûtez donc ce rôti de sanglier, vous m'en direz des nouvelles. Madame, pardonnez-moi, mais mes manières priment sur ma faim. Je saurai me retenir jusqu'à ce que l'appétit nous prenne tous. S'il n'y a que ça, mon cher, je peux toujours lancer les hostilités. Luther fit mine de ne pas comprendre. Francesca se saisit aussitôt d'une grappe de raisin noir et commença à s'en délecter, grain après grain. Comme c'est bon. Il est beaucoup de choses que j'apprécie dans la vie, mais les fruits frais restent parmi mes préférés. Goûtez donc. Échec et mat, Luther. Nous étions pris au piège. Avait-elle ingéré un antipoison avant de consommer? Savait-elle quels aliments étaient empoisonnés et les autres non? Ou bien n'était-ce simplement que pure paranoïa? Intrigué, j'aperçus à nouveau le borgne prendre sa cuisse de poulet, prêt à l'avaler goulûment. Je l'implorai des yeux de ne pas céder. Je voulais qu'il résiste. C'était un Leborgne, il ne pouvait pas se faire piéger de la sorte. Et pourtant, sans demander son reste, il croqua à pleines dents dans la peau rôtie du volatile. Puis, pour se déshydrater, sentit la bonne odeur du vin devant lui, avant de boire sa coupe cul-sec. Eh bien voilà, comme il est bon de voir que certains ici apprécient la bonne cuisine. Quand je dirai ça à mes chefs, ils seront les plus heureux du monde. C'est vrai, c'est vachement bon, Francesca. Faudrait que je revienne ici plus souvent, lui affirma le borgne la bouche pleine. Oui, certes, laissa-t-elle s'échapper un certain dégoût dans la voix. Et vous deux, alors, vous ne mangez pas? Remarquant le borgne se goinfrer, Luther hésita longuement avant de répondre à la marquise. Assister à tout cela l'affamait. Je m'en doutais. Cependant, je suppose qu'en cet instant précis, il se remémora chez qui nous dînions. Il se souvint certainement de qui était derrière l'attaque de leur carrosse. Il se rappela qui était la femme en face de lui. J'ignore quoi exactement, mais une idée noire sembla alors lui couper l'appétit. Lui qui était sur le point de porter sa coupe de vin à ses lèvres, il se stoppa tout net. Ce devait certainement être le manque de professionnalisme de mon exécuteur qui le poussa à faire l'exact opposé de ce dernier, pour une fois que leur incessante rivalité avait du bon. Vous n'avez pas tous autant l'air d'apprécier ma cuisine que votre ami en bout de table, s'attrista Francesca. Ce n'est pas ça, madame, c'est ma blessure. Je dois un peu marcher pour dissiper la douleur, improvisa-t-il. Oh oui, bien sûr, je comprends.
Et n'est-il pas également conseillé de manger pour reprendre des forces? Ne vous en faites pas. Je ferai honneur à tous vos cuisiniers une fois que je me serai dégourdi les jambes. Puis-je sortir quelques instants pour m'aérer près de votre terrasse? Mais bien entendu, vous êtes ici chez vous. Et puisque je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit, je suis certaine que ça ne vous dérangera pas que j'appelle quelques gardes pour vous protéger. Monsieur S a après tout insisté pour que j'assure votre protection ici. Je n'y vois pas d'inconvénient, loin de là, continua Luther. Tant mieux. Scodelario se saisit alors d'une petite cloche sur la table et la secoua. Le bruit cristallin de cette dernière suffit à ce qu'une cohorte de soldats se rue vers nous, se mettant au garde-à-vous devant leur marquise. Messieurs, escortez donc le porte-parole de monsieur S à l'extérieur. Veillez à ce qu'il ne lui arrive rien de grave, c'est entendu? À vos ordres, madame, répondirent-ils en chœur. La voix de l'un d'entre eux me parut d'ailleurs plus familière que les autres. Bien plus familière. Je me rendis vite compte qu'un seul de ces soldats portait un casque complet, camouflant intégralement son visage. Seule une mèche de longs cheveux noirs en dépassait. Il avait fait vite. J'espérais simplement que Francesca n'ait pas l'ouïe aussi fine que moi. Si jamais elle venait à se douter que son ancien ravisseur était rentré chez elle, nous nous mettrions dans une situation bien délicate. Fort heureusement, les bruits de bouche de Le Borgne semblaient tellement l'écœurer qu'elle prêta plus attention à ces derniers qu'à ses propres gardes. Le manque de courtoisie de mon exécuteur favori l'avait déconcentré un instant. J'ignorais s'il l'avait fait volontairement ou non. Tout ce que je savais, c'est que ça avait fonctionné. Néanmoins, le problème à présent, c'est que 2 de mes hommes étaient maintenant encerclés par les gardes de la Belladonna. En vérité, cela pouvait tout autant être une bonne chose qu'une mauvaise. Tout dépendait de ce qui allait advenir de mon côté. Adaptation serait alors le maître mot. Nous n'étions ainsi plus que tous les 3 autour de la table, Francesca, Le Borgne et moi. Laissant mon exécuteur s'empiffrer autant qu'il le souhaitait, je savais qu'il était temps pour moi de confronter Scodelario. Chaque seconde que je perdais me rapprochait davantage de la fin des effets de la potion. Je tentais de me rassurer en me disant que puisque cette dernière avait été consommée la nuit, Helena aurait jusqu'au petit matin pour partir le temps que mes parents ne se réveillent. Mais il me fallait tout de même faire vite. L'aspect le plus complexe de la chose n'était cependant pas de faire ça vite, mais de faire ça bien. Je ne devais pas seulement éliminer Scodelario, je devais l'empêcher de prendre ma place, et pour cela, la seule option restait de prendre la sienne. Comme elle me l'avait si bien dit un jour, la meilleure défense, c'est l'attaque. L'idée était donc de faire signer ce décret à Scodelario. Je devais à tout prix m'entretenir seul à seul avec elle pour y parvenir. Sa chambre, voilà où je devais l'emmener. Exagérant ma fatigue, je me mis à bâiller tout en clignant difficilement des yeux. « Oh, je sens qu'il y en a un qui est fatigué, n'est-ce pas ?» souleva Francesca. Je hochai la tête vers elle, puis lui pointai les escaliers du doigt, comme pour lui demander de me guider à sa chambre. Elle me sourit alors, puis se leva de table à son tour. « Cela ne vous ennuie pas si je vous laisse avec un peu de compagnie, Le Borgne ?»« Pas de chouchi, ma petite dame !» affirma-t-il en mâchant bruyamment. La Belladonna laissa s'échapper une petite onomatopée teintée de condescendance, puis elle sonna à nouveau sur sa petite cloche. Cette fois, nous ne vîmes pas que quelques gardes rappliqués au pas de course. Le deuxième son de cloche semblait plutôt avoir appelé le gros des troupes. Certains d'entre eux se posèrent derrière lui, d'autres à côté, encore d'autres près des entrées et des sorties. Exactement ce que je souhaitais. Plus elle concentrerait ses effectifs sur Le Borgne, moins il y en aurait pour moi. Nous continuâmes donc notre route, elle et moi, en direction de ses appartements. Nous laissâmes ainsi derrière nous mon goinfre Borgne à sa table, mes 2 autres hommes de confiance sur leur terrasse, et mon cocher à ses écuries. Mais pas d'inquiétude à avoir, ils seraient tous bien protégés par leurs nouveaux amis. Comment douter de la sûreté de leur situation maintenant qu'ils étaient aussi bien entourés? Quoi qu'il en soit, c'était alors à mon tour de jouer. Gravissant les marches jusqu'à arriver dans le grand couloir menant à la chambre de la marquise, nous tombâmes nez à nez avec Goliath. Ce dernier, les bras croisés, gardait solidement l'entrée. Il s'était nettoyé et semblait avoir perdu sa mine contrariée. Au contraire, il semblait même souriant. Presque trop souriant. Cela ne me disait rien qui vaille. Restant sur mes gardes, je préférais laisser Francesca passer devant, afin qu'elle s'entretienne d'elle-même avec son mastodonte. « Vous allez déjà vous coucher, madame Francesca ? Il n'est pas si tard que ça, pourtant, » souligna le géant. « Disons que la fatigue est aussi contagieuse que la maladie. Ce très cher monsieur S a fait une longue route pour arriver ici. Le pauvre est épuisé. Il est donc préférable que l'on aille dormir maintenant, histoire d'être en forme pour le lendemain, » lui répondit-elle en adoptant un regard malicieux. « Oui, certainement, » conclut-il en s'écartant du seuil de la porte, nous laissant passer. Elle me laissa avancer, me faisant signe de l'attendre à l'intérieur. J'obéis, tout en tendant l'oreille à ce qui allait se dire derrière moi. J'entendis alors les derniers mots qu'adressa la Belladonna à son homme de main. « Et Goliath,
Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte, tu as bien compris? Oui, madame Francesca. Ne vous en faites pas, madame Francesca. Je garderai bien cette porte. Moi vivant, personne ne viendra vous embêter cette nuit. Tu es un bon garçon, Goliath, lui avoua-t-elle en lui caressant le menton. Je vis ce dernier rougir, puis sans attendre, fermer la porte derrière lui. Ainsi, nous étions là, réunis, dans la chambre de la Belladonna, une fois de plus. Elle ne disait encore rien. Elle voulait voir comment je réagirais en entrant vraiment ici pour la première fois. Je laissais mes yeux se balader un peu partout. J'observais attentivement la pièce. Une fois de plus, rien ne m'impressionnait vraiment. Rien hormis cette fenêtre. Je m'en approchai lentement, les mains dans le dos. La vue était superbe, plus belle encore que la dernière fois. C'était tout bonnement indescriptible. Cette fois, je ne regardais pas le monde qui m'entourait via le prisme d'une vision holographique. Ce que j'observais, je le voyais de mes propres yeux. Ce monde d'en bas, celui d'où je venais, il était tellement plus beau vu d'ici. Je sentis soudain quelque chose m'effleurer le dos, un morceau de tissu. C'était un bout de la robe de Francesca qui s'était rapproché très près de moi. Cette dernière avait ses deux mains sur la poignée de la fenêtre. Elle l'ouvrit alors sous mes yeux contemplateurs. Ce dont je ne m'étais pas rendu compte la dernière fois, c'est qu'en dessous de cette fenêtre, il y avait un balcon. Quelques marches permettaient en effet d'y accéder. Je remarquai alors Scodelario descendre ces dernières sans dire un mot. Intrigué, je la suivis. Une fois arrivés sur le balcon, nous nous accoudâmes tous les deux près des balustres. Francesca avait une vue d'ensemble sur tout cet univers endormi. Elle le surplombait des yeux. De mon côté, en revanche, je ne pouvais l'observer qu'en passant la tête entre deux balustres. Nous n'avions pas la même façon de voir un même monde qui nous faisait face, et pourtant, nous étions tous les deux là, côte à côte, à l'admirer dans toute sa splendeur. « C'est beau, n'est-ce pas ?» finit-elle par me demander. « J'ai beau habiter ici depuis un certain temps, je ne suis encore jamais parvenu à m'habituer à la splendeur de cette vue. »« Vous n'avez pas chaud cette fois ?» lui demandai-je ironiquement à l'écrit. Elle se mit à rire. « L'air frais de la nuit casbiancienne suffit à me rafraîchir. » Nous n'en rajoutâmes pas plus avant un long moment. Nous continuions tous les deux de contempler ce monde que nous contrôlions. Aucun de nous ne voulait prendre la parole. Le silence était agréable, d'autant plus lorsqu'il était couplé à cette vue. Et puis, soudain, je remarquai que Francesca se prêtait à une bien étrange activité. Elle ferma son œil gauche et rapprocha très près de son œil droit son pouce et son index. Elle rapprochait ses deux doigts l'un de l'autre, puis les écartait. Elle continua ce petit manège pendant quelques secondes. Intrigué, je lui tendis à nouveau ma fameuse note sur laquelle un simple point d'interrogation figurait. « Vous n'avez jamais fait ça ?» me demanda-t-elle. « Essayez pour voir. Ça vous donne l'impression que le monde est tout petit, qu'il tient entre vos doigts. Ça vous fait vous imaginer que vous êtes un géant, que vous pouvez réduire tout ce petit monde en poussière si vous le désirez. Quand je fais ça, je me sens puissante, je me sens invincible. Je me sens surtout généreuse et altruiste. Moi qui pourrais détruire tout ce petit monde à n'importe quel instant et pour n'importe quelle raison, je choisis de ne pas le faire. Je choisis de lui laisser sa chance à ce monde, parce que je sais que tant que je serai là, je pourrai en faire quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose qui ne me fera pas regretter plus tard de ne pas l'avoir écrasé entre mes doigts. Je suis certaine que cette sensation ne vous est pas étrangère. Pas vrai, monsieur S ? Effectivement, lui avouai-je à l'écrit. Vous êtes comme moi. Vous pensez pouvoir faire un monde meilleur avec assez de volonté et d'huile de coude. Vous êtes un idéaliste, vous aussi. Mais vous êtes également réaliste. Vous savez que ce futur ne se construira pas comme ça et qu'il faut parfois en passer par des morts, du sang et de la violence. Oui, vous êtes comme moi en somme. Ce qu'elle disait était juste. Nous avions beaucoup de points communs malgré tout. Cependant, je n'avais alors pas la tête à ce genre de pensée philosophique. À vrai dire, je me concentrais plus sur la qualité de ma transition suite à cette affirmation. Et elle venait de m'en offrir une parfaite. Vous avez raison, Francesca. Vous venez de résumer toute ma pensée. Vous êtes comme moi. Vous êtes la seule à pouvoir reprendre le flambeau une fois que je serai parti. Vous êtes digne de ma confiance, digne de diriger le gant noir, digne d'être plus que mon allié. Monsieur S., je suis honoré, mais... Que dois-je en comprendre ? Feignit-elle. Francesca, je souhaite m'unir avec vous, maintenant et à jamais. Je souhaite faire de vous plus qu'une alliée. Je veux que nous devenions tous les deux les maîtres de ce monde magnifique. À nous deux, nous pourrions en faire ce que nous voulons. Nous pourrions écraser les prophètes, influencer dans l'ombre les décisions de la couronne, détruire qui nous voudrions quand nous le voudrions. Seuls, nous ne faisons que nous rapprocher de cet objectif. Mais ensemble,
nous le concrétiserons. Monsieur S, vous voulez dire par là que... Francesca, voulez-vous faire de moi le plus heureux des hommes en acceptant de nous lier pour l'éternité par une union sacrée? Mettons nos deux empires respectifs en commun, et lançons-nous à corps perdu dans ce pourquoi nous sommes faits, dirigés, contrôlés, annexés, aimés. Monsieur S, en êtes-vous certain? Ne pensez-vous pas que le manque de sommeil vous est monté à la tête? Il se fait tard, vous savez. Vous ne semblez pas être au mieux de votre forme. Je déposai alors un genou au sol, et lui tendis, d'une main, la plume de phénix orangé qu'elle m'avait offerte, et de l'autre, une dernière note. Madame Scodelario, ma décision est prise. Apportez-moi donc l'un de vos décrets royaux, signons ensemble l'union sacrée qui nous liera à jamais tous les deux. Je vous offre ma vie et mon héritage en cette nuit étoilée. Prenez-la, acceptez mes prières, ou ne la prenez pas, et laissez-moi m'abandonner à la mélancolie. Francesca agrippa ma note et la serra contre son cœur. Je la vis s'éloigner de moi et fouiller dans l'un de ses tiroirs. Elle en sortit un parchemin bien enroulé, relié par un magnifique nœud rouge. De plus, je la vis saisir autre chose, comme une sorte de produit. C'était l'un de ces fameux bâtons colorés que les femmes se mettaient sur les lèvres. Lorsqu'elle fut assez proche de moi, elle me retira la plume des mains et me dicta alors ce qu'elle se mit à écrire. Moi, Francesca Rosa Scodelario, reconnais aujourd'hui devant la sainte couronne de Costerboros avoir recouru à l'union sacrée. Celui à qui je me lie en ce jour et pour l'éternité partage et partagera avec moi tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, dans la vie comme dans la mort. Je jure de le chérir, de prier pour lui et de perpétuer son héritage. Puisse le Dieu créateur et Lord J, gardien des vivants, nous accorder leur glorieuse bénédiction. Elle me rendit alors ma plume, me laissant compléter mon côté du parchemin. Moi, Monsieur S, reconnais aujourd'hui devant la sainte couronne de Costerboros avoir recouru à l'union sacrée. Celle à qui je me lie en ce jour et pour l'éternité partage et partagera avec moi tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a. Dans la vie comme dans la mort, je jure de la chérir, de prier pour elle et de perpétuer son héritage. Puisse le Dieu créateur et Lord J, gardien des vivants, nous accorder leur glorieuse bénédiction. Nous relûmes ensemble le parchemin, puis signâmes chacun notre tour, en nous passant la plume entre nous. Le ciel commençait à se faire de plus en plus nuageux. Les étoiles brillaient au firmament. Nous avions laissé le décret tomber au sol. Ni elle, ni moi ne désiraient le garder pour lui seul. Il était entre nous deux, et nous nous fixions. Personne ne voulait rien dire à l'autre. Nous avions trop peur de voir une réaction qui nous déplairait pour oser prononcer la moindre parole ou effectuer la moindre action. Nous nous contentâmes de nous regarder, sans cligner des yeux. La nuit illuminait son doux visage. Jamais de ma vie je ne l'avais trouvée aussi radieuse. Elle me dévorait des yeux. Son sourire délicat semblait se rapprocher de plus en plus de moi. Et puis, elle approcha ses lèvres de mon oreille, et me murmura en son creux « Je t'aime !» Je ne bougeais alors plus d'un pouce, plus un battement de cils, plus un geste, plus une respiration. L'union sacrée venait d'être signée. La comédie venait de se terminer. Je savais ce qu'elle tenterait de faire maintenant qu'elle était arrivée à son but. Elle se mit alors lentement à me tourner le dos. Je la vis dans le reflet de la fenêtre, porter à ses lèvres ce bâtonnet écarlate. Elle l'étalait sur ces dernières de façon méticuleuse. Lorsqu'elle me fit à nouveau face, sa bouche était vive et colorée. C'était ce qui ressortait le plus de son faciès. Elle me sourit de toutes ses dents, puis rapprocha à nouveau son doux visage du mien. « Embrasse-moi » me somma-t-elle alors. À ces mots, je sentis mon rythme cardiaque s'accélérer, mes yeux s'écarquillaient, mes membres tremblaient. Elle venait de poser ses deux mains sur mes joues et rapprocher sa bouche de la mienne. J'avais mal calculé mon coup. Je pensais que mes hommes sur la terrasse auraient fini par m'apercevoir avec elle du haut de notre balcon. Je pensais qu'ils seraient parvenus à se défaire des gardes de Scodelario. Je me disais que de son côté, le borgne n'attendait que le meilleur moment pour débarquer ici héroïquement et sauver la situation. Mais non, cet imbécile avait préféré toucher à la nourriture plutôt que de rester professionnel jusqu'au bout. Il était certainement déjà mort, empoisonné, ou bien plongé dans un long sommeil. Et les deux autres en bas, incapables de trouver une excuse pour monter à l'étage, s'emparer d'Octavius tout juste bon à conduire une charrette, ils m'avaient abandonné. J'allais devoir me débrouiller seul. Positionnant mes deux mains gantées en travers le visage de la belladonna, je forçai afin de m'assurer que ses lèvres ne me touchent pas. Je réunis toutes les forces de mon petit corps pour la repousser. Scodelario, choqué et intrigué,
persista tout de même dans son effort. Continuant de tenter de m'embrasser, elle finit par saisir ma fausse barbe. Elle chercha à tirer dessus pour coller mon visage au sien. Dans les quelques secondes qu'il me restait pour réagir, je plaçai mes mains directement sur la bouche de Francesca, ce qui l'empêcha de m'atteindre. Malgré tout, ça ne lui suffit pas. Elle continua de tirer sur ma fausse barbe de plus en plus fort. Alors, dans un geste purement instinctif, je soulevai ma jambe et je lui assénai un violent coup de pied dans la figure. Ce fut tellement soudain et inattendu qu'elle en fit tomber son bâtonnet écarlate. Elle me lâcha alors et recula en se tenant la lèvre inférieure. Je venais de la lui ouvrir. Je venais de la faire saigner. Sans attendre, je plongeai sur le parchemin au sol pour les récupérer. Je le gardai précieusement contre moi, le serrant sur mon cœur. Francesca venait de voir son reflet dans la fenêtre derrière elle. Elle voyait son beau sang rouge couler de depuis sa lèvre. Elle se retourna brusquement vers moi, l'air furieuse. Je sentais qu'elle allait me hurler dessus, se jeter sur moi, ou appeler Goliath. Cependant, elle eut comme une absence. En effet, je la remarquai en train de plisser des yeux dans ma direction. L'expression colérique de son visage commença à se changer en moue de réalisation. Elle venait tout juste d'apercevoir quelque chose. Il me fallut quelques secondes pour comprendre, et puis je constatai qu'elle avait réussi à arracher quelques-uns des faux poils de ma barbe. Ces derniers lui étaient restés dans les mains. Elle les regarda plus en détail, et comprit que ce qu'elle tenait alors n'était rien de plus que de la laine. Elle m'observa alors à nouveau. En regardant à mon tour mon reflet dans la vitre, je sursautai brusquement. Ma fausse barbe venait de se décaler de quelques centimètres sur la droite. L'illusion était terminée. « Attends un peu, » lança-t-elle avant de s'avancer dans ma direction, en fermant solidement les poings. Elle se rapprocha de plus en plus vers moi, puis tendit sa main en direction de ma barbe désaxée. Je la mordis. Elle poussa un cri de douleur. J'en profitai alors pour reprendre ma plume de phénix au sol et pour m'enfuir avec le décret. Ma petite course me permit de me repositionner devant Scodelario. Cependant, cette dernière ne comptait pas me laisser partir comme ça. Elle saisit un bout du parchemin et se mit à tirer dessus pour me ramener vers elle. De mon côté, je tirai également dessus pour la faire lâcher. Aucun d'entre nous ne comptait abandonner. Pourtant, lorsque j'entendis des bruits de papier commençant à se fragiliser, je me ravisai aussitôt. Si jamais ce parchemin se déchirait, alors tout ce que j'avais fait n'aurait servi à rien. Je sentais que Francesca n'allait pas le lâcher. Elle continuait de tirer dessus, à bout de bras. J'avais beau regarder à ma gauche et à ma droite, je ne voyais rien capable de m'aider. La belladonna avait beau ne pas être très robuste, je restais un petit semi-gnome de 3 ans. Je savais qu'il ne me restait que 2 possibilités. Soit je cédais, soit le parchemin se scindait en 2. Seulement, aucune de ces 2 solutions ne me convenait. J'allais devoir m'en confectionner une 3e avec les moyens du bord. Ni une ni deux, j'attendis que Scodelario tire à nouveau le décret vers elle pour lever les pieds hors du sol. Je me laissai ainsi tracter jusqu'à elle. Surprise, elle fit un pas de recul. J'en profitai alors pour planter la tige de ma plume dans sa jambe droite. Cette dernière la lui transperça comme une rapière dans une motte de beurre. La belladonna poussa à nouveau un hurlement de douleur. Ce coup-là lui avait fait tellement mal qu'elle en avait lâché le parchemin. Je retirai aussitôt ma plume, me rendant tout juste compte d'à quel point sa tige était coupante. Plus encore qu'un couteau. Moi qui cherchais tant l'arme parfaite à manier quelques semaines auparavant, je venais tout juste de la trouver. Une fois le parchemin retombé au sol, je m'en saisis et le plaquai contre mon torse. Francesca, elle, se tenait la jambe de ses 2 mains. Elle tentait de compresser la plaie. Du sang s'en échappait à foison. Tout en continuant de gémir de douleur, elle faisait de petits sauts arrière à cloche-pied, espérant calmer la douleur. Seulement, les chaussures qu'elle portait, bien qu'élégantes, ne s'accordaient pas toujours très bien avec la notion de stabilité. Je vis soudain le talon aiguille de l'une d'entre elles craquer. Alors qu'elle sautit en arrière, elle perdit brusquement l'équilibre. Elle fit quelques cercles avec ses bras, tentant de se stabiliser, et puis, finalement, victime de la gravité, elle passa par-dessus le balcon. Malgré tout, l'une de ses mains parvint à s'agripper à un balustre. Elle retenait tout le poids de son corps blessé de cette unique main. Reprenant mon souffle, serrant toujours un peu plus le décret d'union sacrée contre moi, je me risquai à me redresser et à m'avancer en direction de ma rivale en détresse. Le long gant blanc de cette dernière était maculé de sang. Son sang. Un sang qui allait bientôt recouvrir le balustre auquel elle était accrochée. Ce qui allait le rendre glissant. Très glissant. Faisant dépasser une dernière fois ma tête entre 2 balustres, mes yeux se plongèrent dans ceux de la belladonna. Je la regardais se tortiller au-dessus du vide. Ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Seulement, cette fois, c'était dans le cadre d'un scénario qu'elle ne contrôlait pas. J'observais ses doigts commencer à se décrocher du balustre les uns après les autres. Dans une dernière tentative désespérée, elle m'adressa un doux regard innocent et terrorisé. « Monsieur S, mon amour, donnez-moi la main, aidez-moi à remonter !» me supplia-t-elle. Rapprochant mon visage du sien, je pus voir mon reflet dans ses yeux. Mon regard venait de changer.
Je ne l'observais plus avec les yeux effrayés et incertains de Félix, mais avec ce froid et calculateur de Monsieur S. Des yeux qui, lorsqu'ils se reflétaient à travers ceux de Francesca, prenaient une teinte rouge écarlate. Sans encore rien lui répondre, je déposai ma main au niveau de ma fausse barbe. Francesca n'était alors accrochée au balustre plus qu'avec 2 doigts, son pouce et son index, les mêmes avec lesquels elle se sentait capable de détruire le monde entier. Et puis enfin, j'abaissai ma fausse barbe, lui révélant mon véritable visage. La dernière image qu'elle eut de moi fut celle d'un petit garçon, celle d'un semi-gnome de 3 ans, aux yeux rouges, et tenant fermement, dans une poigne gantée, le parchemin qu'elle venait tout juste de signer. « Au revoir, Francesca !» Ce furent les derniers mots que je lui adressai. Ce furent les derniers mots qu'elle entendit. Ses doigts finirent par lâcher prise. Elle chuta du haut de son balcon, un air choqué au visage. Elle qui pensait pouvoir tout contrôler, venait de s'effondrer sous le poids de ses ambitions. Finalement, ce n'aura pas été les falaises qui l'emportèrent, mais son propre palais. Mon nouveau palais. Passant ma tête par-dessus la rambarde, j'observai de mon regard froid et impassible un corps désarticulé et pourtant toujours splendide, un corps écrasé sur le sol et pourtant toujours rayonnant, un cadavre à la beauté fatale, celui de feu, la marquise Francesca Scodellario. J'avais gagné. Reprenant ma respiration, je vérifiai si le parchemin n'avait rien. Il était certes froissé, mais toujours en bon état. Je poussai alors un ouf de soulagement. Seulement 2 îles noires me montèrent alors à l'esprit. La première, et si jamais mon interprétation était erronée, si jamais je m'étais vraiment trompé sur son compte, venais-je vraiment de tuer celle qui aurait accepté de s'unir avec moi pour toujours? Je ne pouvais y croire. Pourtant, l'idée me trotta en tête quelques instants. Elle fut cependant rapidement balayée quand des pensées plus concrètes me vinrent également en tête ensuite. Francesca avait crié, plusieurs fois. Pourtant, aucun de ces hommes n'était encore là. Goliath, lui, était derrière la porte. Je me rassurai en me disant qu'elle lui avait bien dit de ne la déranger sous aucun prétexte. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas son genre d'obéir aux ordres si son instinct lui disait que sa maîtresse était en danger. Préférant faire face à mon destin sans plus attendre, j'ouvris la porte. Une fois son seuil passé, je m'attendais à ce qu'une gigantesque main ne me saisisse et ne me broie dans sa paume. Il n'en fut rien. Ce que je vis à la place, c'était un homme, muni d'un cache-œil, assis sur une chaise en bois, occupé à nettoyer une lame de son couteau. « Ah, alors ça y est, c'est fait ?» me demanda-t-il. « Oui, ça y est. Scodellario ne nous causera plus jamais de problème, » lui affirmai-je, soulagé de le voir ici tout en lui montrant le décret d'union sacrée. Il se mit à siffler, apparemment impressionné. « Dis donc! Eh ben, je crois que ça y est. Je crois que vous avez réussi. Maintenant, vous contrôlez l'intégralité des 3 grandes régions du royaume. Bien joué. » Rien n'est gagné. Il nous faut encore partir d'ici et faire valoir ce parchemin auprès de la cour. Tu sais où est passé Goliath? Il pourrait vraiment nous poser problème pour la suite, surtout s'il apprend ce qui est arrivé à Francesca. Oh, vous inquiétez pas pour ça. Suite à cette remarque, le borgne sortit de sous sa chaise une immense tête décapitée. C'était celle du géant. Il lui fit bouger la mâchoire en même temps qu'il parlait, donnant l'impression qu'il manipulait une marionnette. « Je suis là, Madame Francesca, Madame Francesca. Regardez la jolie tête que je tire, Madame Francesca. » Ce n'est pas drôle, le borgne. Pouaf. Au moins, il n'aura pas pleuré la mort de sa maîtresse, c'est déjà ça. J'imagine. Bien, allons retrouver les autres maintenant. Sont-ils toujours sur la terrasse? Non, ils ont... 1 minute. Le regard de le borgne se porta alors soudain sur le petit bâtonnet écarlate de Francesca, toujours au sol. Il se leva de sa chaise et partit le ramasser. Il le renifla, puis en étala un peu sur le cuir de son gant. De la belladone, pas de doute. Rassurez-moi, elle vous a pas touché avec ce truc, me demanda-t-il anxieux. Elle a essayé. Cela dit, j'ai réussi à me défendre. Ah, la belle salope. Et vous avez bien de la chance. Ce truc était rempli de poison. Ça vous aurait pas tué sur le coup, mais dès que ça rentre en contact avec la peau, ça a tué à petit feu de manière quasi certaine. Paralysie, saignement, et enfin troubles respiratoires. On m'en a fait consommer à petite dose pendant ma formation. Vous l'avez échappé belle. Mon intuition ne s'était donc pas trompée.
À moins que le borgne ne m'ait menti ce jour-là pour me rassurer ou pour me faire croire à quelque chose qui l'arrangeait, je fus soulagé de me dire que j'avais pris la bonne décision. « Et pour celui dans la nourriture ?» lui demandai-je. « La nourriture ? De quoi vous parlez ?»« Ah, mais les plats n'étaient pas empoisonnés du tout, hein. Ça se sentait à l'odeur, » m'affirma-t-il. Je restai sans voix quant à cette affirmation. « Mais où était le piège dans ce cas ?»« Le piège ? Bah, il y en avait pas. Du moins pas encore. Enfin, si, c'était les gardes qui attendaient juste le signal pour nous planter, le piège. Mais je pense pas qu'elle s'imaginait qu'on puisse passer à l'acte. Encore moins dès ce soir. À mon avis, elle voulait attendre d'être certaine d'avoir notre confiance pour agir. C'est ça qui est bien quand on a l'habitude d'improviser. On finit par toujours se détacher du plan de base, un truc que les gens les plus sûrs d'eux ont bien du mal à mettre en pratique. Tu t'es débarrassé des gardes censés te surveiller ? Vous pouvez toujours aller vérifier par vous-même. Vu que ça avait l'air de chauffer en haut, j'ai fait ça propre, tout seul de mon côté pour éviter d'alerter les renforts. M'approchant des escaliers, passant les yeux entre les barreaux, je constatai en effet une myriade de cadavres étendus au sol, certains sans yeux, d'autres sans membres, d'autres sans tête, d'autres sans... rien. Faire ça propre, bien sûr. Ceci dit, autant pour lui, je ne m'en faisais pas vraiment, autant pour Luther et Blake, je ne pouvais réprimer une certaine inquiétude. « Tu as vu où sont partis les autres ?» lui demandai-je. « Vous en faites pas, ils se sont éclipsés. Faut dire que le petit Blake sait se défendre. À l'heure actuelle, ils doivent être proches des écuries. Ils sécurisent le passage, » me répondit-il. « Bien. Dans ce cas, allons les rejoindre sans plus tarder. Je dois encore me rendre quelque part, » conclus-je en remettant ce qu'il restait de ma fausse barbe en place. Nous dévalâmes ainsi les escaliers, nous ruant à toute allure en direction de notre carrosse. Lorsque nous fûmes de retour à l'extérieur, nous aperçûmes un grand nombre de gardes toujours présents devant l'entrée. Ils la gardaient solidement, sans avoir été tenus informés de ce qu'il s'était passé à l'intérieur. Voilà qui était ennuyeux. Se débarrasser d'eux n'était pas un problème à proprement parler. Seulement nous ne pouvions pas nous permettre de courir le risque qu'ils endommagent le carrosse aussitôt le verraient-ils partir. Nous allions devoir ruser, trouver un autre moyen. Nous n'avions pas encore réussi à atteindre les écuries, le borgne et moi. Nous nous dissimulions derrière un mur, observant les hommes de Scodelario effectuer leur ronde. Nous tentions de retenir leur déplacement pour savoir où aller et quand y aller. Soudain, il me désigna un bâtiment non loin de là. Il venait de repérer les écuries. Plissant les yeux, je finis par apercevoir Luther. Il boitait en direction de ces dernières, accompagné de Blake, toujours dans sa tenue de garde. « Halte! Que faites-vous ici ?» interrogea l'homme armé. « J'emmène monsieur Luther prendre l'air. C'est pour sa blessure, » précisa Blake. « T'es qui, toi ? Ta voix ne me dit absolument rien. »« Pardonnez-moi, mon ami, ma jambe me fait souffrir, je manque d'équilibre. Permettez que je m'allonge sur vous quelques instants, » feignit Luther, avant de poignarder le garde en face de lui dans la gorge. En effet, le manche de la canne de mon porte-parole était en réalité une lame dissimulée. Cette béquille n'était en fait rien de moins qu'une canne épée, arme élégante conçue pour les hommes de goût. Me laissant passer devant lui pour mieux me couvrir, le borgne nous fit nous faufiler jusqu'aux écuries, évitant les gardes trop nombreux et éliminant les gêneurs solitaires. Nous parvînmes ainsi finalement à tous nous retrouver à l'arrière de notre carrosse. Lorsqu'il me vit arriver vers lui, accompagné de mon exécuteur, Luther vint à ma rencontre. « Ah, monsieur S., le ciel soit loué, vous n'avez rien. Où est la belladonna ?»« Alors qu'il est, certainement en train de charmer Voile, » plaisanta le borgne. « Vous avez réussi ?» s'étonna Blake. « Incroyable. » Maintenant, il va encore falloir partir d'ici. Et le problème, c'est qu'avec tous ces gardes, on n'arrivera jamais à la sortir en un seul morceau, souleva l'homme au cache-œil. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Ne nous précipitons pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps, justement. Quand ils comprendront ce qui s'est passé à l'intérieur, on va avoir des tas d'hommes sur les bras. Et puis, le boss doit vite rentrer au bercail, apparemment. On peut toujours leur montrer le papier et les forcer à se mettre au service de Monsieur S, proposa Blake. Négatif. Ces types-là ont aucune considération pour la couronne. Ils ont juré fidélité à Scodelario, et à elle seule. Le peuplard suffira pas, précisa le borgne. Je me mis à réfléchir. Il n'y avait en mon esprit qu'une seule option. Elle était risquée. Très risquée. Mais c'était la seule que j'avais. Commençant à rédiger ma dernière note, je tentais de trouver les bons mots, afin de convaincre mes alliés de faire ce que je leur demanderais. Le cœur lourd, sachant d'ores et déjà que des oppositions se feraient savoir, j'essayais de trouver le meilleur moyen pour leur faire comprendre que nous ne pouvions pas tous nous en sortir. Nous allions devoir laisser au moins l'un d'entre nous derrière. Soudain, des trompettes se mirent à retentir, un lourd bruit de cloche, des hurlements de garde. Nous entendîmes leurs pas lourds et rapides faire le tour du palais. Le bruit du métal éclatait tout autour de nous. L'alarme venait d'être sonnée. Et il nous fallait agir maintenant, ou sinon nous étions tous condamnés. « L'alarme !» s'écria Blake. « Merde, on est grillé !» surenchérit le borgne. « Il nous faut un plan. Et vite !» ajouta Luther. « Messieurs, dépêchez-vous !
Ils se réunissent près des portes nous annonça à son tour Octavius, pointant les hommes du sud de son index. Je vis alors tous leurs regards se retourner vers moi. Ils attendaient que je leur donne une solution miracle, un moyen de tous s'en sortir comme par magie. Seulement cette fois, ce n'était pas possible. Finissant tout juste d'écrire ma note, je la brandis aussitôt sous leurs yeux. Messieurs, vous m'avez bien servi. Vous avez bien servi le gant noir. Je suis content de vous. Malheureusement, nous avons agi avec précipitation, et nous allons devoir faire avec les conséquences de nos actes. Hélas, je n'ai aucun moyen à vous proposer pour que l'on puisse tous nous en sortir. Néanmoins, j'ai une idée pour sauver la vie de la plupart d'entre nous. Ce que nous venons d'accomplir ici n'aura alors pas été vain. L'un d'entre nous devra rester ici et retenir les gardes le plus longtemps possible. Un autre devra le soutenir le temps que nous ouvrions la lourde porte en face de nous. Une fois rentré au sud, je ferai porter ce message à la cour royale, et je renverrai Octavius ici, en espérant que vous ayez survécu. Je sais que cela peut vous paraître perdu d'avance, mais c'est la seule option. Ils se regardèrent les uns les autres. Ils ne savaient ni quoi dire ni quoi penser. Nous entendîmes les pas des hommes se rapprocher encore davantage de nos écuries. Ils se tenaient à quelques mètres de nous. « Ils sont là !» hurlait-il. « Ils se sont pris à Dame Scodellario ! Tirez-la jusqu'au dernier !» Le borgne se mit à soupirer, puis se redressa sur ses jambes. « Bon, quand il n'y a pas le choix. » Le borgne, es-tu bien sûr que... Je pense pas que dans ton état tu pourras les retenir bien longtemps, Luther. Déjà quand t'étais en pleine forme, c'était pas la joie. J'ai une dette envers Monsieur S. Il me laisse l'occasion de la payer aujourd'hui. Attrape ça, Blake. Intrépide et valeureux, mon exécuteur au cache-œil lança un petit sachet à l'ancien espion de Grisbrum qui le rattrapa au vol. « Qu'est-ce que c'est » lui demanda ce dernier. « T'occupe, contente-toi de jeter ça contre la porte avant que le carrosse passe dedans, et évite de le faire tomber au sol. Des gemmes, pas vrai? Tu m'avais bien dit dans le carrosse que c'était l'orange ta couleur préférée, c'est ça? Et puis quoi encore, ça a toujours été le noir ma couleur préférée? Eh ben c'est pas trop tôt pour changer de goût. Couvre-moi » hurla-t-il alors qu'il se mit à foncer tête baissée sur les gardes en face de lui. Il nous balayait le chemin comme une toupie entourée de dominos. Sans plus attendre, je me mis à escalader le carrosse, en m'accrochant à l'une de ses portières. Me laissant ensuite glisser à l'intérieur, je m'allongeai sur mon siège, cherchant à adopter la meilleure position pour passer au travers des projectiles. En effet, il risquait d'en fuser dans tous les sens, une fois que nous serions sortis des écuries. De son côté, Blake aida Luther à monter à l'intérieur. Lorsqu'il fut assuré que notre blessé léger était en sécurité, l'ancien espion brandit immédiatement son épée et se saisit du sachet que lui avait lancé le borgne avant de repartir porter main forte à ce dernier. Laissant mes deux combattants nous tracer le chemin, Octavius attendit patiemment qu'on lui fasse signe de sortir. Le combat s'éternisait, il commençait à paniquer. Et puis, un sachet fut lancé contre une épaisse porte. Une explosion retentit, une onde de choc, plus de porte, plus de tireurs perchés. Sans perdre une seconde de plus, notre cocher saisit ses rênes, puis donna un coup sec sur ces dernières, faisant partir ses destriers au galop. Roulant à vive allure en direction de cette sortie de fortune, nous observâmes le borgne s'occuper de tous les fronts en même temps, garantissant notre échappatoire. Blake resta se battre à ses côtés un certain temps, et puis, lorsqu'il vit le carrosse foncer vers lui, il adressa un dernier signe à l'exécuteur. Ce dernier lui hocha la tête tout en tranchant celle du premier ennemi qui lui passa sous la main. L'homme aux cheveux longs et au menton carré le salua. Puis, il courut en direction de la porte de notre véhicule et s'y cramponna. Luther l'aida à monter à l'intérieur, sous une pluie de flèches et de carreaux. Nous réussîmes in extremis à quitter l'oasis, ne laissant derrière nous qu'une marée de cadavres et de sang. Et un ami fidèle qui se battra pendant de longues heures encore contre des ennemis qui revenaient sans cesse, toujours plus nombreux. Un ami sacrifié, épuisé mais déterminé, qui disparaîtra petit à petit de notre champ de vision. La dernière chose que nous vîmes de lui avant d'être trop éloignés pour l'apercevoir encore, fut celle d'un homme souriant, celle d'un homme nous adressant, en déposant 2 doigts sur sa tempe, un ultime petit signe d'adieu. Une fille, une petite fille, seule, dans une forêt enneigée. Elle gambadait avec moi dans la neige, en me tenant la main. Elle riait. Je la trouvais gentille, je la trouvais jolie. Elle disait qu'elle m'aimait bien. Ça me rendait heureux. Elle me demandait si je l'aimais bien moi aussi. Je lui répondis que oui. Ça eut l'air de lui faire plaisir. Elle était toujours pieds nus dans la neige. Soudain notre véhicule s'arrêta, dans une forêt sombre. La nuit était au rendez-vous. Une nuit noire. Cette forêt, je la reconnaissais. C'était celle de Kursk. Nous étions arrivés. Mais combien de temps avais-je dormi cette fois? Luther somnolait sur son siège, tout comme Blake et Octavius. Je lui secouai alors la jambe légèrement paniquée, afin qu'il se réveille. Lorsque je le vis émerger, je lui posai simplement, immédiatement une note sous le nez. « Combien de temps avons-nous pris cette fois ?» le questionnai-je. « Monsieur S, une journée et demie, comme la dernière fois, pour... » À ces mots, je lui tendis le décret.
Je lui faisais confiance pour le transmettre à la couronne. De mon côté, je n'avais pas une minute à perdre. Je passai par la fenêtre ouverte du carrosse, me ruant à vive allure en direction de mon chez-moi, laissant mes 3 fidèles alliés là où ils étaient. Je courus à en perdre haleine, et puis je le vis enfin. L'entrée de mon village, l'entrée de Koursk. J'étais de retour. Chers parents, comme vous m'aviez manqué. Encombré par mon stupide déguisement, j'abaissai une fois de plus ma fausse barbe, et je retirai mon bonnet. Je ralentis néanmoins le pas lorsque je fus de retour à Koursk. Je ne devais pas oublier que le village était encore endormi. Avançant à marche rapide jusqu'à retrouver ma maison, je ne trouvai personne m'attendant à l'extérieur. Angoissé, j'escaladai le mur jusqu'à atteindre ma fenêtre ouverte. Je jetai alors un regard à l'intérieur pour voir où se trouvait mon petit clone. Personne, ni dans mon lit, ni dans ma chambre. De sombres pensées commencèrent à s'emparer de moi. Je me mis alors à tourner à plusieurs reprises autour de ma maison. Je n'aperçus toujours personne. Où étais-tu, Helena? Je m'imaginais le pire. Avait-elle été chassée? Avait-elle vendu la mèche? Des idées de plus en plus noires me montaient chaque seconde un peu plus à la tête. Et puis soudain, j'entendis comme des ronflements. Quelqu'un ou quelque chose somnolait non loin d'ici. Cela provenait des proches buissons. Je pris alors un bon bol d'air et me dirigeai vers ces derniers. Une fois à l'intérieur, j'observai ma parfaite copie conforme, somnolant bruyamment, posée sur un sac rempli de vêtements de femme. J'espérais qu'aucun passant ne les surprise dans cette position d'ailleurs. Secouant son épaule, elle commença à ouvrir difficilement les yeux. Puis, lorsqu'elle reconnut mon visage, elle poussa un petit cri de surprise et tomba à la renverse. Je lui fis très vite signe de se taire, posant le bout de mon index sur mon nez. « Ah, c'est vous, enfin !» s'exclama-t-elle en souriant. « Comment ça s'est passé, Helena ?»« C'était particulier. Bien sûr, être dans votre peau pendant tout ce temps, c'était déjà assez spécial. Mais côtoyer ces gens, vos parents, être dans une vie qui n'était pas la mienne, me sentir aimé. Vous avez beaucoup de chance de les avoir, vous savez. Luther et moi, nous n'avons jamais eu la chance de connaître nos parents. Et grâce à vous, je sais ce que ça fait aujourd'hui. Tu n'as rien fait qui attirait leur méfiance? Se sont-ils doutés de quoi que ce soit? Je ne pense pas. Oh, mais il faut que je vous raconte. Pichot m'a emmené balader non loin des grandes falaises hier. C'était vraiment génial. Il m'a raconté tout un tas d'anecdotes. Et Greta, elle m'a cuisiné le meilleur rôti que j'ai mangé de toute ma vie. Et a dû pousser le moindre son à un moment donné. Une parole t'a-t-elle échappé? As-tu eu droit à un commentaire désobligeant? Encore une fois, je ne crois pas. Le premier jour, peut-être, j'ai eu du mal à prendre mes repères, mais je n'ai jamais eu l'impression que papa ou maman se soient posé la moindre question. Papa ou maman? Pardon, désolé, c'est juste que vous avez vraiment beaucoup de chance de les avoir, vous savez. Oui, je sais. C'est en grande partie pour eux que je fais tout ça. Ah oui? Mais, juste pour savoir, vous ne vous êtes jamais demandé si c'est ce qu'ils voulaient ou non? Je veux dire, ce que vous comptez accomplir. Il se fait tard, Helena. Prends tes affaires et va rejoindre ton frère. Il est toujours dans la forêt avec Octavius. Oui, d'accord. J'ai le droit de continuer d'attendre ici le temps que les effets de la potion se dissipent. Il va falloir que je me déshabille pour renfiler mes affaires, et j'ai pas vraiment envie de faire ça au beau milieu de la forêt. Je soupirai. Ah, je suppose que tu l'as mérité. Tu m'excuseras, mais j'ai un lit à retrouver. Merci, je veux dire, Monsieur S. Bonne nuit à vous. Sortant à nouveau de la broussaille, je fis une fois de plus face au mur de ma maison, ma seule vraie maison. Je pris un bol d'air pur. J'avais réussi. Helena avait réussi elle aussi. Nous avions dû laisser le banlieue de côté, mais la mission demeurait un succès. Profitant de ce rare moment de calme, où je sentis les battements de mon cœur revenir à la normale, je pris quelques instants pour songer à la chance que j'avais de mener cette vie. Helena avait raison. J'étais chanceux d'être toujours vivant. J'étais chanceux que mes parents le soient aussi. J'étais chanceux qu'ils m'aiment. Malgré tout ce que j'avais dû faire, malgré toutes les mauvaises actions que j'avais entreprises, malgré tout le sang que j'avais sur les mains, j'étais toujours là. J'allais me coucher en tant que nouveau régent de Kosterboros. Certes, ma mission n'était pas encore tout à fait accomplie, mais je venais d'entreprendre un pas de géant, un pas que personne d'autre que moi n'avait encore pu imiter. À ce moment-là, j'étais heureux. Je trouvais la vie belle, belle comme cette petite fille qui demeurait dans mes rêves où que je sois et quoi que je fasse. Je l'imaginais comme un ange gardien, une mystérieuse figure qui ne se réveillait que lorsque j'en avais le plus besoin. Elle était là pour me guider, elle était là pour me protéger. J'avais l'impression qu'elle savait ce que je comptais faire de ma vie. Je me disais qu'elle ne me voyait pas comme celui que je prétendais être, mais comme celui que j'étais réellement. Et ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle comprenait. Elle ne cherchait pas à me punir, à me faire changer d'avis ou à me juger. Elle n'était pas comme les autres. J'aimais cette pensée. J'aimais ce doux rêve. J'aimais ma vie. Et puis,
J'entendis un pas derrière moi. Quelqu'un s'avançait dans ma direction. Quelqu'un à qui j'étais en train de tourner le dos. Ce devait être Helena. Elle venait sûrement de reprendre sa véritable apparence et de se rhabiller, prête à partir retrouver son frère. Les effets de la potion s'étaient certainement estompés. Seulement, je n'avais pas perçu aucune vive lumière bleue du coin de l'œil cette fois. Et ce pas-là, ce n'était pas un pas de femme. C'était un pas familier, un pas boiteux. Luther? Impossible. Il était resté dans le carrosse. Mais alors, à qui pouvait-il bien appartenir? Cette personne continua d'avancer vers moi. Elle respirait difficilement. Je pouvais l'entendre d'ici. Et puis soudain, elle s'arrêta. Je restai là, immobile, comme une statue. J'essayais en vain de deviner qui pouvait alors bien se trouver derrière moi. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à savoir, et je n'osais pas non plus me retourner pour lui faire face. En fait, je ne voulais pas savoir. Soudain, le bruit d'une arme en train d'être rechargée. Je sentis cette arme se braquer sur moi. Et enfin, une voix que je n'avais pas entendue depuis un bon moment, une voix que je ne m'attendais plus jamais à entendre, une voix que je faillis même ne pas reconnaître du premier coup tant elle était abîmée. Cette voix m'appela. « Salut, grand-père. Ça fait longtemps, pas vrai ?» Mes yeux s'écarquillèrent. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Il battait comme il n'avait jamais battu auparavant. Je savais à qui appartenait cette voix. Je savais pourquoi il était là. Je savais ce qu'il me voulait. « C'est sympa chez toi. J'aime bien ce petit côté rustique. Maintenant, tour de toi, lentement. » Je n'eus pas le courage de désobéir, ni de tenter le moindre geste brusque. Ma barbe ne me camouflait plus le bas du visage, mon bonnet ne me camouflait plus le haut du crâne. J'acceptais ce que cette voix me demandait, sans opposer de résistance. Je lui fis alors face, sans déguisement, ni plan B. Nos regards se croisèrent. C'était bien celui à qui je pensais. Il était estropié, son visage était en lambeaux. Il avait perdu l'un de ses yeux, son bas droit était en charpie. Son genou gauche, en morceaux. Mais il était bien là, il était bien vivant, il avait conservé son expression faciale sérieuse, il avait du sang séché partout sur sa peau et sur ses affaires, des coquillages s'étaient perdus dans sa barbe, son arbalète semblait rouillée, et pourtant toujours en état, son regard sévère et rancunier me dévisageait entièrement. C'était bien lui, il était de retour, le gnome méfiant, Meulk. Surpris de me revoir? Je ne lui répondis pas. De toute façon, il ne s'attendait pas à ce que je réponde. Il me tenait en joue. Je ne comptais pas lui donner la satisfaction d'obtenir la moindre réaction de ma part. Toujours si bavard, hein? Ah, tu t'es bien foutu de nos gueules avec ton histoire de gants noirs. Mais attends, t'es qu'un gosse. J'y crois pas. On s'est fait rouler dans la farine depuis le début par un gosse. Oh, alors ça c'est trop fort. T'as quel âge, petit? 4 ans? 6 ans? Fronçant les sourcils, j'acceptai néanmoins de lui répondre. Je n'étais pas en mesure de jouer les héros. Je levai 3 doigts en face de lui, mon pouce, mon index et mon majeur. 3 ans? Eh ben ça par exemple. Quand j'avais ton âge, je chiais encore dans mes couches culottes. Si seulement t'avais fait pareil, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tentant discrètement de faire entrer ma main dans l'une de mes poches afin de saisir ma plume de phénix, je le vis aussitôt monter la pointe de son arbalète au niveau de ma tête. Je te conseille pas de faire ça, petit. Je compte pas te tuer juste devant chez toi. Ce serait une punition trop douce pour toi. Non, je préfère qu'aucun des gens ici ne retrouve jamais ton corps, ça vaudra mieux. Pas d'enterrement, pas de pleurs, pas de souvenir de toi. Il y a un petit lac qui passe par ici, pas vrai? Ce sera parfait. Ça donnera un tout petit échantillon de ce que tu m'as fait quand t'as explosé cette tour, quand t'as fait exploser le palais de Huntington, et tout le monde à l'intérieur. Randy, Tryphon, Gourbach, Jorgen, ils sont tous morts aujourd'hui, par ta faute. Je suis le seul à m'en être tiré. Merci à cette eau qui a amorti ma chute. Mais si je te cache pas que les débris qui me sont tombés dessus ensuite étaient pas indispensables à ma survie. Heureusement, reprendre connaissance sur la berge, c'est mieux que de se réveiller au fond de l'eau. Ah, c'est sûr qu'il m'en aura fallu du temps pour reprendre des forces. Mais j'ai bien pris mon mal en patience. Je suis resté dans cette forêt pendant des jours entiers, à attendre que tu retournes au même endroit où on t'a rencontré pour la première fois. Et comme un imbécile, t'y es repassé. Comme on dit, les meurtriers reviennent toujours sur le lieu de leur crime. Je t'ai vu courir hors de ton petit carrosse vers ce village paumé, et alors j'ai compris qui t'étais vraiment. Ouais,
J'ai compris que t'étais rien de plus qu'un putain de taré. Un putain de taré prêt à zigouiller absolument tout le monde, parce que tu te crois supérieur à eux. On te faisait confiance, les gars et moi. On te faisait confiance. Et voilà comment tu nous as remerciés. En faisant disparaître le toit au-dessus de nos têtes et le sol sous nos pieds. Dans une explosion en plus. Dans une putain d'explosion. Même moi, je croyais en toi. J'avais essayé de dire à Randy que tu savais ce que tu faisais, que t'étais pas un connard, que ce qui était arrivé, même si ça me faisait mal de l'admettre, c'était grâce à toi. Aujourd'hui, je suis plus que l'ombre de moi-même, un tas de chair en lambeaux, en trop mauvais état pour espérer reprendre une vie normale plus tard. Et tu sais ce qui m'a fait tenir aussi longtemps malgré tout? L'idée de te remettre le grappin dessus un jour. L'idée d'avoir droit à ma vengeance. La satisfaction de faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis le premier jour où j'ai croisé ta putain de route. Et cette vengeance, ce sera pas que la mienne, oh non. Ce sera aussi celle de Randy, de Trifon, de Gourbach, de Jürgen, et même de Tinton, pourquoi pas. Après tout, il a tout autant droit à la vengeance que nous. Dès qu'il eut fini sa longue tirade, il se mit à tousser, crachant au sol un mélange d'eau, de bave et de sang. Il releva alors son œil livide vers moi, et laissa son second intégralement blanc et aveugle se perdre au loin. Il finit enfin par reprendre. Quand je t'aurai tué, quand j'aurai balancé ton petit corps de traître dans l'eau, je me poserai sur un rocher. Je te regarderai t'éloigner, sombrer dans les flots. Je profiterai du moment. Et puis, je me laisserai mourir. J'aurai enfin la belle mort que je voulais. J'étais un bandit, un assassin. Mais aujourd'hui, je deviens un héros. Un héros qui aura débarrassé le monde d'un monstre. Toi! Maintenant, retourne-toi et emmène-moi Slack. C'en était fini de moi. Je ne voyais aucun monde dans lequel je m'en sortais vivant. Bien sûr, mon esprit continuait inlassablement de chercher un moyen, un plan, quelque chose, mais rien n'y faisait. J'étais condamné. Je m'étais bien battu aujourd'hui, mais je devais me rendre à l'évidence. Ce combat-là ne pouvait être gagné seul. Pourtant, je refusais de bouger. Je continuais de fixer Mulk dans le blanc des yeux. Ce dernier déposa alors son doigt sur la gâchette. « T'es sûr de vouloir faire ça ici, devant chez toi? Tu veux pas profiter encore un peu des dernières secondes de ta vie? Moi, ça m'est égal. C'est juste que je devrais m'embêter à couper ton corps en petits morceaux avant de les lancer dans le lac. Ça me prendra juste un peu plus de temps. Tu veux vraiment pas me faciliter la tâche? Ce sera mieux pour tout le monde. Est-ce que t'aimerais pas que ta petite maman se réveille d'un coup et voit son fils étalé au sol baignant dans son sang? Non, t'aimerais pas ça, hein? Qui aimerait? D'autant plus qu'après, je devrais tirer sur maman pour pas qu'elle alerte le voisinage. Et puis ensuite, je devrais tirer sur papa aussi, pour pas qu'il s'interpose. Tu le sais que t'es condamné, petit. Alors ne les mets pas en danger aussi. Tu as déjà dû tellement leur causer de problèmes. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Quoique, s'ils t'ont mis au monde après tout, peut-être que ça leur rendrait service. Dès que j'entendis ces mots, mon regard se fit tout à fait différent. J'ai abandonné mes yeux effrayés et résignés. Il venait de menacer ma famille. Ma vraie famille. Je sentis alors comme une poussée d'adrénaline monter en moi. Je ne parvenais plus à contrôler ni le froncement de mes sourcils, ni le serrage de mes dents. Moi qui avais alors jusque-là toujours parfaitement réussi à rester calme en toute situation, je commençais à laisser place à la colère. Ainsi, ma main tomba juste à côté de ma poche. Ma plume était à portée. Je refusais de me rendre sans combattre. Je refusais de laisser ces menaces rester impunies. Mulk semblait fatigué et blessé. Son arbalète n'était pas en bon état. J'étais petit. Si jamais je parvenais à esquiver son carreau, je pouvais toujours essayer d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais je n'avais alors qu'une chance. C'était tuer ou être tué. N'est pas le borgne qui veut. Ma vitesse était incomparable à la sienne. On n'esquive pas un carreau tiré à quelques mètres de soi si facilement. C'est une arme on ne peut plus létale. Si je me faisais toucher, c'était la fin. Aucun espoir de survie. Et même dans l'éventualité où je parvenais à survivre à son tir et à vaincre Mulk, ce qui me semblait extrêmement improbable, je serais tout de même gravement blessé. Comment réagiraient mes parents s'ils me voyaient comme ça demain? Ils chercheraient, ils se douteraient, peut-être même qu'ils comprendraient. Non, je ne pouvais pas prendre le risque. Je ne pouvais pas. Un instant. Plissant légèrement les yeux sur le côté, j'entreaperçus le haut d'un petit crâne sortir des buissons. Mon crâne, enfin, celui d'Helena. Les effets de la potion ne s'étaient pas encore dissipés. Elle l'avait reconnu. Ce gnome, c'était celui qui l'avait menacé, elle et son frère, avec les chiens de Huntington. C'était de lui dont je les avais sauvés. Elle avait peur, je le sentais. Mais elle était mon seul espoir. Si elle parvenait à le distraire ne serait-ce qu'une seconde, alors je pouvais tenter quelque chose. Seulement, je n'avais pas le droit,
au moindre geste brusque. Je devais lui faire comprendre. C'était à elle de se manifester pour me sauver la mise. « Je vois, comme tu voudras. Adieu, petit, » me lâcha-t-il prêt à tirer. Puis soudain, une voix s'écria de derrière lui. « Hé, toi !» Aussitôt, il se retourna vers la voix, braquant son arme sur elle qui venait de lui parler. Dès qu'elle vit le bout de l'arbalète la pointer, Helena, toujours bloquée dans mon apparence, se mit à sursauter en arrière tout en se protégeant le bras de ses mains. Elle ferma les yeux de peur. La petite sœur de Luther venait à nouveau de sauver la situation. Elle venait de me sauver la vie. « 2 ? Il y en a 2 maintenant ? Tss, aucune importance, je vous tuerai tous les deux. » Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, une vive lumière bleue éclata brusquement du corps du faux moi, exactement la même que celle qui eut lieu lors de sa transformation 3 jours auparavant. Cette dernière aveugla Mulk pendant une fraction de seconde. C'était tout ce qu'il me fallait. À la seconde même où notre assaillant prit possession de ses moyens, prêt à faire feu sur nous, repositionnant son doigt sur sa gâchette, un projectile fusa. Un bruit vif fendit l'air. Une gorge se fit transpercer. Du sang commença à couler de la plaie, laissant la victime tomber au sol agonisante. Des mots tentaient vainement de s'échapper d'une bouche qui s'étouffait dans sa propre hémoglobine noirâtre. Pas le moindre son n'en sortit. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Helena constata qu'elle avait retrouvé son corps. Son vrai corps. Elle n'avait aucun problème pour respirer. Elle n'avait mal nulle part. Elle s'observa sous toutes les coutures et remarqua à sa grande surprise qu'elle était saine et sauve. Pas la moindre égratignure. Elle me vit alors moi aussi, me rapprochant d'un gnome mourant, étendu au sol dans une mare de sang. Une plume de phénix de couleur orange à la tige coupante comme un rasoir lui avait été lancée droit dans la carotide. Elle était si profondément enfoncée dans son cou que, même en lâchant sa fidèle arbalète pour tenter de la retirer à 2 mains, il n'y parvint pas. La messagère du gant noir, à la fois soulagée et horrifiée, m'entendit alors forcer. Je forçai avec mes petits bras d'enfant pour soulever une lourde pierre qui jonchait le sentier. Elle m'observa la soulever au-dessus de ma tête. Elle semblait trop apeurée pour venir m'aider à la porter. Mulk, recouvert de sang, se tortillait au sol comme un animal. Tout en se tenant la gorge, il me maudissait de tous les noms. Bien que je ne pus comprendre exactement ce qu'il me dit, l'idée principale fut tout de même bien saisie. Lançant un dernier regard à mon ancien allié, dépourvu de toute nostalgie et de toute compassion, je laissai la lourde pierre que je portais écraser la bête qui gisait au sol, celle-là même qui s'était risquée à la menace de trop. Le bruit d'une roche qui tombe, le son d'un squelette qui se brise, un corps qui s'immobilise. Le silence. Mon souffle avait repris un rythme habituel. Mon visage venait de se déraidir. Je me contentais simplement de récupérer ma plume sur ce qui restait de Mulk. Puis je cherchais Helena des yeux. Elle se cachait derrière ces buissons. Je devais lui faire peur. Je lui pointai alors notre sac du doigt. « Une fois que tu auras renfilé tes affaires, rapporte le sac. On va en avoir besoin. » Lorsqu'elle fut calmée, Helena m'aida à enfermer le cadavre à l'intérieur de la besace. Nous y rajoutâmes également les cailloux recouverts de sang, afin de ne laisser aucune trace au sol. Puis nous y transportâmes le 10 sacs jusqu'au fleuve. Nous portâmes à 2 une lourde pierre qui traînait dans les environs, et nous la déposâmes à l'intérieur. Une fois que nous fûmes assurés que le poids serait suffisant pour tout couler, nous le fîmes chuter de depuis la rive. Il disparut aussitôt dans les profondeurs des eaux du village. Nous nous regardâmes alors, elle et moi. Nous espérions avoir enfin droit à un peu de repos, tous les deux. Néanmoins, je sentis que je parviendrais pas à dormir cette nuit-là si je ne me risquais pas à adresser une dernière parole à Helena. C'était quelque chose d'important, quelque chose que je tenais à lui dire en face. « Je ne te l'ai pas souvent dit, Helena, mais merci. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. Merci pour ce que tu as fait pour moi en acceptant de prendre ma place. Merci de m'avoir aidé pour faire disparaître ça. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour t'exprimer ma gratitude ?» Elle me sourit. « Contentez-vous de ne pas oublier pourquoi vous avez fait tout ça. Maintenant que vous avez tout ce pouvoir, utilisez-le pour faire de bonnes choses. Rendez ce monde meilleur. Ce sera déjà un bon début. » Je lui souris à mon tour. « Compte sur moi. » Enfin, nous repartîmes tous deux, là où notre destin nous appelait. Une nouvelle ère venait de commencer ce jour-ci. Une ère dans laquelle ce ne seraient plus les grands puissants du monde d'avant qui nous dirigeraient. En cette nuit de pleine lune de l'an 1198, Costerboros entrait dans un nouvel âge, l'âge de l'hégémonie de Monsieur S, un être omniscient et omniprésent, un être qui créerait la rupture entre l'ancien et le nouveau monde, un être qui venait de devenir le surveillant des grands puissants. Je laissai derrière moi les dernières bribes de mon passé.
Elles avaient disparu à la seconde même où nous coulâmes les restes de Mulk. Ce gnome méfiant incarnait le dernier souvenir d'une époque révolue. Et maintenant qu'il n'était plus, il était finalement temps de tourner la page pour passer à un tout autre chapitre de ma longue existence, un chapitre pour le moins tumultueux, un chapitre qui verra entrer dans ma vie 6 nouveaux enfants, 6 petits orphelins, 6 frères et sœurs.